La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Bastien, comment ça va ? Salut, ça va et toi Mathieu ? Ben ouais, écoute, c'est nickel, en pleine forme. C'est pas encore très beau, l'été n'arrive pas, mais ça va venir. Quand il fera 40 degrés, on sera bien content. On pensera exactement, ouais, c'est ça. C'est à chaque fois que je me dis, tu vois, quand l'été met du temps à arriver, tout le monde dit, il fait pas beau et tu dis, ouais, mais quand il fait 40, on se plaint aussi. Cool, Bastien, bienvenue sur Tronche de Tech. Merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler pas mal de cybersécurité, qui est un domaine. Moi, je me passionne pas mal pour ça en ce moment. Toi, t'es un spécialiste, donc on va balayer de ça. Ça va être très cool. Je prévois un long épisode. On va voir. Ça me fait plaisir d'en parler. Ça me fait plaisir d'en parler à une audience assez large. Ouais, cool. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, ça sera pas des spécialistes de cybersécurité à qui tu vas parler, a priori. Donc pour commencer, j'ai un petit exercice pour toi qui est de te présenter en 3 phrases. En 3 phrases. Alors, je suis Bastien Bob, je suis Fin CTO chez un éditeur de solutions de cybersécurité. On aura l'occasion d'en reparler. Je suis lyonnais d'origine, mais j'habite dans le sud de la Bourgogne, à Bordeaux. Je suis marié, j'ai 2 enfants et j'ai un gros chien qui s'appelle Ratatouille, qui aura peut-être l'occasion d'intervenir sur le podcast. Si Alira vient déposer un colis, il y a des chances que tu l'entends. Excellent. Ça marche. Écoute, hâte de faire sa connaissance. Du coup, commençons peut-être par ton boulot en fait. Tu travailles chez Lookout, c'est ça ? C'est ça. Donc on a peut-être pour introduire ça, comment on s'est rencontrés, parce qu'en fait moi j'ai fait un post LinkedIn sur le sujet de la cybersécurité, avec notamment ce qu'on appelle les attaques donc sur du mobile, avec Pegasus en fait, qui a fait la première attaque, je crois qu'on l'avait appelée Trident, si je dis pas de bêtises. Et j'avais fait un post pour expliquer un petit peu comment ça marchait dans les grandes lignes. Et pour me documenter, en fait, j'avais cherché des détails techniques et j'étais tombé sur un rapport que vous aviez fait à l'époque. Ça date tu me diras de quand ça date un petit peu ce truc-là. Mais qui était hyper détaillé, hyper intéressant pour les techs. Et donc, voilà, j'ai fait ce post-là, t'étais tombé dessus, on s'est dit, tiens, parlons-en sur le podcast. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu, pas forcément que de cet épisode-là, mais de grosso modo ce que vous faites chez Lookout? Exactement. Alors, voilà, Pegasus, c'était en 2016, et ce rapport-là, effectivement, c'était, on va dire, le premier rapport public qu'on a fait quand on a démarré la partie entreprise de Lookout. Mais Lookout, c'est une vieille société, on va dire, dans le monde de la tech. C'était fondé en 2007 par 3 Californiens qui ont identifié des vulnérabilités sur des téléphones Nokia, des vulnérabilités Bluetooth, notamment sur les téléphones Nokia, qui l'ont reporté à Nokia, qui ont reporté la vulnérabilité, comme tout bon hacker éthique qui se respecte, ils ont reporté la vulnérabilité à Nokia. Nokia leur a dit en gros c'est du Bluetooth, c'est pourri, personne ne pourra l'exploiter. Donc ce qu'il fallait évidemment pas dire à des hackers. Et donc ils ont fait les petits malins, ils sont allés hacker les téléphones sur le tapis rouge de la cérémonie des Oscars en 2005, je crois. Et ils ont siphonné les carnets d'adresse de tous les gens qui avaient des Nokia, sachant que le Nokia à l'époque, 2005, 2007, c'était le téléphone par excellence, et donc tout le monde en avait, donc ils ont siphonné les carnets d'adresse via une faille du Bluetooth, via ce qu'on appelle un Blue Sniper, c'est en fait une espèce de fusil armé d'une grosse antenne Bluetooth pour tout simplement aller cibler les téléphones. Et c'est du scan, mais à longue portée. Le truc avait une portée d'1 kilomètre. Donc ils ont commencé comme ça, ils ont hacké des téléphones, et puis ils se sont dit hacker des téléphones c'est bien, les protéger c'est mieux. Donc ils ont créé une boîte de cybersécurité qui s'appelait à l'époque Flexilis, qui a été renommée ensuite en Lookout, sûrement par des investisseurs
Avec le nom Flexili, c'était pas forcément terrible d'un point de vue marketing, donc Lookout est bien mieux. Et donc aujourd'hui, voilà, on est le leader mondial de la sécurité des mobiles, de la sécurité des données qui vont transiter sur les mobiles, sur les services cloud. On a globalement 215 millions de terminaux sécurisés, donc iOS, Ah ouais, Android, ok. Chromebook. C'est énorme. Et globalement, on a analysé tout ce qui peut s'exécuter sur un téléphone, sur un OS moderne, iOS, Android, Chromebook, OS, tout ce qui peut tourner, tous les codes qui peuvent s'exécuter sur ce type de mobile. Globalement, on va les analyser, on va les comparer par rapport à des définitions, des machine learning et tout ce qui va avec, et on va définir des définitions pour protéger nos clients, pour évidemment bloquer des malwares, pour bloquer des attaques et ou bloquer des spyware de type Pegasus. En fait, tout ce qui est espionnage du mobile, tout ce qui est siphonner des données sur le mobile, c'est notre métier de protéger nos utilisateurs, nos clients contre ce type de menace. Et concrètement, du coup, c'est une appli qui s'installe sur le téléphone. Et en fait, cette appli, elle fait quoi en fait? Elle a des droits spéciaux pour pouvoir faire tout ça. Je veux dire, est-ce que tu as un partenariat avec Apple, avec Google pour pouvoir faire ça? Alors c'est une app effectivement, c'est une app qui vient de l'App Store ou du Google Play Store, donc c'est une app, on va dire somme toute la même chose que le commun des apps qui vont se trouver sur ces plateformes-là. On a quelques passe-droits, notamment de la part de Google, qui nous autorise à faire de l'App Inventory et quelques fonctionnalités particulières qui sont liées justement aux applications de sécurité. Mais globalement, non, on n'a pas plus de droits qu'une autre app. Donc on fait avec les moyens les moyens des API qui nous sont donnés par Android et par Apple, par Google et par Apple. En fait, sur le téléphone, on fait pas grand-chose. On collecte des données de télémétrie et ces données de télémétrie sont analysées dans notre cloud. Au préalable, on a analysé des millions et des millions d'applications, des millions et des millions de sites web, des milliards même de sites web, et on est capable de bloquer. En fait, on inspecte le contenu réseau du téléphone, le contenu de ce qui va s'exécuter sur le téléphone. Et globalement, si on détecte un comportement malveillant, un comportement attendu, ou une requête DNS d'un serveur qui est un serveur de phishing ou un serveur malveillant, globalement, on va bloquer la requête DNS, on va notifier l'utilisateur en disant que l'application est malveillante, et en fait, on va pas faire l'action de suppression de l'application parce qu'on n'a pas les droits pour ça. On est une application légitime du store, donc on peut pas le faire, on peut pas faire à la place de l'utilisateur, mais on va identifier l'application, on va prévenir l'utilisateur, et forcément l'utilisateur va désinstaller ou se remettre en conformité, notamment pour le terminal d'entreprise, va se remettre en conformité par rapport à la politique de sécurité parce que voilà, la menace a été identifiée, elle a été résolue par l'utilisateur, le terminal est de nouveau en conformité. Mais ça veut dire que toi, quand même, mettons on prend un exemple, on prend WhatsApp. S'il y a quelque chose qui se passe sur WhatsApp qui est suspicieux, toi, tu es capable, en fait, de te mettre entre WhatsApp et Internet et l'extérieur, en fait, ou est-ce que tu es capable de... On est capable de bloquer, en fait, on est capable d'analyser le trafic réseau du terminal. Donc, on est sur la stack réseau. On est un proxy DNS, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller intercepter l'ensemble du trafic DNS. Alors, pas tout le trafic réseau, parce qu'en termes de consommation de batterie, c'est une aberration sans nom. Ça consomme énormément d'aller inspecter tout le flux HTTP, HTTPS, sachant qu'en plus, la plupart du trafic sur mobile est chiffré. Donc, finalement, on n'aurait que le domaine. Donc, ça n'a pas de grand intérêt. Donc, on n'est que au niveau DNS. Et on va analyser, en fait, toutes les requêtes qui sont faites par le téléphone, par les applications, par l'ensemble des domaines qui sont appelés par une application ou par le téléphone en lui-même vont être analysés. Et s'il y a quelque chose de malveillant dans ce trafic-là, dans cette requête-là, on va bloquer la requête. Donc, on va couper la communication avec un serveur de contrôle ou avec un lien de phishing au moment où l'utilisateur va cliquer sur un lien ou au moment où l'application malveillante va faire un lien vers ces domaines de phishing. Donc, tu reçois un SMS avec une URL qui, en fait, est suspecte. Il faudrait pas cliquer dessus. Si l'utilisateur clique dessus, il va jamais arriver jusqu'au serveur. En fait, ça va jamais. C'est ça. Alors, on garantit jamais 100%, oui, mais globalement, donc l'ensemble la requête n'est pas analysée au moment où l'utilisateur clique, parce que ça prendrait trop de temps. C'est-à-dire même si ça prend, allez, 4-5 secondes, ça prendra beaucoup trop de temps d'aller analyser les requêtes en temps réel. Donc, on classifie les domaines chez nous. Donc, on analyse, on acquiert tout un tas de données, surtout l'ensemble des domaines qui sont diffusés tous les jours, qui sont publiés tous les jours, les certificats SSL. Enfin, il y a tout un tas de sources d'informations en fait qui nous permettent
récupérer les nouveaux domaines ou les nouveaux domaines qui peuvent être mis en ligne, et on analyse ça et on classifie ça. Donc, on a des moteurs de machine learning, avec l'intelligence artificielle qui fonctionne très très bien. Ça classifie le domaine et au moment où tu fais la requête, c'est ça qu'on va comparer. C'est-à-dire qu'on compare l'entrée DNS avec notre base. Et si notre base dit, bah, ça c'est phishing, ça c'est malveillant, ça c'est porno, ça je ne sais quoi, l'entreprise va te dire, OK, ma politique de sécurité, c'est de bloquer le phishing, c'est de bloquer le contenu malveillant, ou bloquer le porno, ça marche aussi. Et bah, globalement, on va bloquer la requête DNS qui était faite par le terme. Et ça marche aussi même si tu as une preview, c'est-à-dire que dans WhatsApp ou dans Telegram ou dans Signal, avant que tu ouvres le lien, souvent tu as des previews. Alors en RCS, maintenant avec Google, ça le fait aussi. Et en fait, c'est quoi RCS? C'est le nouveau format SMS c'est l'équivalent d'iMessage, mais en format ouvert. Donc l'iMessage pour iPhone, c'est le remplaçant, l'avenir, le futur du SMS. Et le RCS en fait va être capable d'avoir un peu plus de contenu avec des images, des emojis, plus de choses, un mix entre le MMS et le iMessage. Et le problème de ces apps-là, que ce soit WhatsApp, c'est quoi? C'est quand on voit un lien, souvent il y a une preview qui va avec. En fait, cette preview, elle est chargée très souvent depuis le téléphone directement. C'est-à-dire que la requête, t'as même pas besoin de cliquer sur le lien. Le fait d'afficher le message ou d'afficher le lien ou d'afficher le contenu va créer la requête DNS sans action. Ouais, c'est ça. Donc c'est le fameux la fameuse différence entre ce qu'on appelle les one-click exploits où l'utilisateur doit faire une action, cliquer sur un truc pour être contaminé ou pour en tout cas déclencher l'attaque. Et là, c'est des zéro-clics puisqu'en fait, comme le terminal exécute sans aucune action, s'il y a des failles, des vulnérabilités là-dedans, tu peux être contaminé sans avoir rien fait. Exactement. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé à l'origine sur Pegasus. C'était du one-click. C'est-à-dire qu'on a analysé un téléphone d'un journaliste. On a travaillé avec une ONG qui s'appelle Citizen Lab et qui nous a donné un téléphone. Là-dessus, Bastien, donc en fait, peut-être que est-ce que tu peux expliquer un petit peu les types de clients avec qui vous travaillez? Parce que je sais pas si c'est très spécifique de travailler avec c'est pas des personnalités publiques, mais en tout cas, c'est peut-être des lanceurs d'alerte ou des journalistes d'investigation, des choses comme ça. Est-ce que c'est quoi la typologie de clients avec lesquels vous travaillez? Alors, on a surtout des très gros comptes. C'est-à-dire qu'on alors, pour parler de la France, moi, je gère tout l'IMIA, mais j'imagine que l'audience est surtout francophone ou française aujourd'hui. Donc, en France, on a les 3 plus gros clients. Ça va être Airbus, ça va être La Poste, ça va être Schneider Electric, qui à eux, tout seuls, représentent déjà juste un demi-million de terminaux. Donc, 508 terminaux qui sont équipés. C'est des flottes d'entreprises pour la plupart, et on a effectivement des ONG, des journalistes, des cabinets d'avocats qui peuvent être ciblés. Des petites structures, mais qui ont besoin de protéger leur smartphone contre tout type d'attaque. Alors, pas que de Pegasus, heureusement, il y en a pas tous les jours. Mais quand il y en a, il faut quand même être capable de le détecter, d'informer l'utilisateur et évidemment parce qu'on peut pas bloquer ce type d'attaque. On pourra pas le bloquer en temps réel sur le terminal parce que justement on a des permissions qui nous permettent pas de le faire. Et puis surtout, encore une fois, on passerait notre temps à consommer de la batterie sur le téléphone, à aller analyser des trucs qui n'arrivent certainement jamais sur le terminal. Donc on veut pas le faire. Donc on va informer l'utilisateur en disant il y a une attaque sur ton terminal de ce type-là, de type spyware, de type root ou jailbreak ou d'attaque étatique, en tout cas de surveillanceware, et on va informer l'utilisateur. Alors effectivement, les VIP d'entreprise peuvent être ciblés parce que voilà, pour l'intelligence économique. Les ONG, les journalistes, les cabinets d'avocats peuvent être ciblés parce que ce sont des dommages collatéraux d'une mauvaise utilisation du produit, sachant que à l'origine, quand même, les logiciels comme Pegasus, Predator ou Hermit sont faits normalement pour espionner des criminels, pour collecter de l'information, soit sur le criminel directement, soit sur les personnes avec qui il est en contact. Donc, je dis pas que ce sont des logiciels qui sont des malwares à proprement parler, mais ce sont des logiciels qui sont très performants et qui sont capables de siphonner toutes les données du téléphone, d'activer le micro, la caméra, du son. Donc, ça, ce sont des vrais logiciels espions. C'est quoi la différence, du coup, quelle frontière tu mets sur la notion de malware? Parce qu'en fait, là, ce que tu me dis, j'ai l'impression c'est l'intention, parce que le moyen, il est un peu le même. Pegasus ou un pirate, en fait, il va hacker le téléphone, en fait. La technologie d'espionnage va être la même. C'est-à-dire qu'on prenne un troyen bancaire, qu'on prenne un spyware comme Pegasus ou un logiciel d'espionnage de ses enfants ou de ses conjoints, ce qui, bon, c'est exactement la même chose.
C'est de la collecte d'informations sur le mobile, c'est de l'activation de la caméra ou du micro à distance, c'est de la collecte de photos, de messages ou je ne sais quoi, et ça envoie ça vers un serveur tiers. Globalement, c'est un peu le fonctionnement d'un logiciel espion. Sauf que la différence entre le logiciel espion que tu vas installer sur le téléphone de ton conjoint parce que tu as des doutes sur sa fidélité et Pegasus, c'est ni plus ni moins qu'en fait la méthode d'installation. C'est-à-dire que le logiciel espion que tu vas installer sur le téléphone de ton conjoint, tu vas l'installer à la main avec le code de déverrouillage ou tu vas trouver un moyen, toujours un moyen de débloquer un téléphone et tu vas l'installer et l'application va se cacher d'elle-même dans son écosystème. Pegasus, il va pas s'installer à la main sur le téléphone, ou Predator, il va pas s'installer à la main. Il va exploiter plusieurs vulnérabilités, ce qu'on appelle une chaîne de vulnérabilités, ce qui était le cas de Trident à l'époque, en 2016, qui était une vulnérabilité à iOS qu'on avait nommée comme ça. Et en fait, c'était 3 vulnérabilités. C'est souvent d'ailleurs pas une, c'est 1, 2, 3 vulnérabilités. Un, souvent dans le moteur de message, donc WhatsApp, message, Telegram, si tu veux. Une dans le moteur de rendu du message, parce qu'encore une fois, il y a une preview, donc c'est ce truc-là qu'il faut exploiter. Qui est souvent le truc utilisé par le navigateur, en fait, c'est ça, c'est le moteur. C'est ça, exactement, le plus courant dans les dire sur le navigateur mobile, ça va être une vulnérabilité dans WebKit ou dans une vulnérabilité dans Chrome ou dans le moteur de rendu de Chrome. Donc globalement, c'est au moins ces 2 vulnérabilités, et puis le troisième, souvent, c'est une vulnérabilité dans le kernel, que ce soit le kernel iOS ou le kernel Android, pour tout simplement être capable d'exécuter du code au niveau du système d'exploitation et de bypasser complètement la sécurité de l'OS. Et donc ce type de logiciel, c'est pas encore une fois, c'est pas du malware à proprement parler, parce qu'à la base, ça a été fait pour être utilisé par des services de police ou par des États, par des services de renseignement. D'accord. Ouais, ok. Le problème, c'est que c'est tellement puissant qu'en fait, les clients de ces boîtes-là, de NSO ou de Citrox, de RCS Lab, si on parle d'Hermit, les clients de ces boîtes-là, NSO c'est Pegasus, c'est ça? NSO c'est Pegasus, Citrox c'est Predator, et Intelexa RCS Lab, c'est Hermit, donc une boîte italienne, les 2 autres étant fondées par des Israéliens. Donc en fait, le problème de ce type de techno, c'est que, et on l'a vu plusieurs fois au Maroc, on l'a vu en Espagne, on l'a vu au Brésil, on l'a vu au Venezuela, on l'a vu en Arménie, très récemment. Le problème, c'est que ces clients-là ont accès à cette technologie. C'est-à-dire qu'en fait, avec un simple numéro de téléphone, ils sont capables d'espionner normalement n'importe qui. Parce que ces boîtes-là, les Commercial Surveillance Vendors, ce qu'on appelle les CSV, les boîtes comme NSO, garantissent à leurs clients qu'ils vont trouver les vulnérabilités sur des mobiles pour être certain qu'à n'importe quel moment, sur n'importe quel type de terminal, tu puisses aller déployer ton logiciel espion. Et c'est ça la forme de ces boîtes-là. C'est-à-dire que la forme de ces boîtes-là, c'est pas juste de faire un logiciel espion, c'est d'être capable de le déployer à n'importe quel moment, sur n'importe quel type de terminal. Et pour ça, ils achètent, ils trouvent, ils collectent, ils font de la recherche, ils passent par des brokers pour trouver des vulnérabilités en 0D, très souvent. Ouais. Pour justement déployer leur technique. Juste pour expliquer, donc 0D, c'est des vulnérabilités inconnues des plateformes concernées. Donc, tu as une vulnérabilité 0D dans WhatsApp, ça veut dire que WhatsApp, enfin en l'occurrence Meta derrière, est pas au courant qu'elle existe. Et donc ils achètent ça très très cher, j'imagine. Et c'est des trucs que tu achètes que sur le darknet, des choses comme ça ou... Alors c'est même pas du darknet. Ça se vend d'ailleurs très peu souvent sur le darknet. Ça se vend par des brokers. Des gens dont c'est le métier de mettre en relation des acteurs, dire du monde de l'intelligence avec des acteurs du monde de la recherche. Donc quand tu trouves une vulnérabilité, mettons que tu trouves une vulnérabilité sur WhatsApp demain, qui est accessible, enfin qui est exploitable en 0 clic, sans interaction avec l'utilisateur, t'as 2 choix. Soit tu la reportes à Meta, ou si c'est une vulnérabilité dans iOS, tu la reportes à Apple. Et tu chopes la prime, ce qu'on appelle de bug bounty, qui sont des primes de chasseurs de vulnérabilité. Et on va dire, si t'as du bol vraiment et qu'ils payent bien, c'est 75 000 $. Ou tu peux la vendre à un broker. Et là, on est plutôt sur 7 chiffres. On est souvent aux alentours de 1 million, 2 millions, voire maintenant, c'est des Russes. J'ai vu des Russes qui proposaient 20 millions pour une vulnérabilité Signal. Parce que personne n'est capable de mettre 20 millions là-dessus, mais on se doute bien pourquoi est-ce que les Russes voudraient payer autant. Mais du coup, parce que j'avais vu ce truc et cette espèce de distorsion là entre, je sais plus comment elle s'appelait la plateforme, mais j'ai du mal à comprendre. Du coup, c'est-à-dire que cette plateforme-là, potentiellement, elle va acheter des vulnérabilités Apple
on sait qu'ils achètent des vulnérabilités Apple, qu'ils vont jamais reporter à Apple. Et je veux dire, c'est légal. Enfin, ça marche, quoi. Il y a pas de souci. Alors, c'est légal, borderline. Ouais. Ok. C'est borderline. Disons que l'argent que tu vas gagner au travers de cette transaction va être difficile à dépenser parce que c'est pas légal. Enfin, ça dépend de quel pays. En général, en plus, elles sont souvent basées à Chypre, basées dans des paradis fiscaux. Donc, c'est forcément à un moment une transaction financière qui va émettre des doutes. Et puis, ça reste techniquement illégal de faire de la recherche de vulnérabilité et de la vendre à une autre entité que l'éditeur de la plateforme sur laquelle tu cherches. Donc, c'est limite, on va dire. Ouais, mais il y avait une plateforme, je me rappelle plus le nom, peut-être toi tu sauras, mais c'était en français. La plus connue, c'est Zerodium, je pense que c'est celle-là dont tu parles. Je crois que c'est un français à la base, ouais, c'est ça, qui est parti. Et lui, il est aux US ou il est à Chypre maintenant? Alors lui, je sais pas. Je suis pas sa boîte. Il me semblait que la boîte, du coup. Alors Zerodium, je sais plus, mais je pense pas que ce soit en France, je pense pas que ce soit aux États-Unis. Après des brokers. Alors Zerodium, je suis même pas sûr que ça soit encore actif encore. Mais voilà, des brokers comme Zerodium, c'est peut-être effectivement la première qui a été la plus, on va dire, qui avait un tableau, une espèce de tableau périodique d'ailleurs avec le montant des vulnérabilités en fonction du type de vulnérabilité, du type d'attaque possible à faire avec ce type de vulnérabilité. C'est vachement bien fait d'un point de vue marketing, ça marchait bien. C'est très visuel. Je suis pas sûr que Zerodium fonctionne encore, mais des brokers comme ça, il y en a plein. On va dire une douzaine qui marchent bien et qui achètent de la vulnérabilité pour les revendre. Ouais, d'accord. Pour faire du blé. On a des plateformes comme Pegasus, oui, j'imagine. Ça. Ok. Et donc derrière, donc Pegasus, tu disais, enfin NSO en l'occurrence. Est-ce que, à ton avis, je te pose la question, à ton avis, est-ce qu'il y a que des acteurs comme NSO? Est-ce qu'il n'y a pas des États qui achètent? Je veux dire, la NSA aux US, est-ce qu'ils n'achètent pas aussi des trucs là-dessus? Alors, les clients de NSO sont des États. Ouais. L'Allemagne, par exemple, est client. Officiellement, ils ont reconnu, disant, utiliser Pegasus. NSO a même un peu changé de braquet commercial, en tout cas marketingment parlant. Ils disent qu'ils ne vendent plus aux États qui ne sont pas membres de l'OTAN. Ils vendaient avant à un peu tout le monde, enfin un peu tout le monde. C'est quand même un marché régulier, c'est comme de la vente d'armes, c'est exactement la même chose. Ils vendaient à des pseudo-démocraties. Maintenant, ils disent voilà, nous on ne vend qu'à l'OTAN, en pays membre de l'OTAN. Mais ce qui n'est pas le cas d'autres boîtes. Il y en a une quinzaine de boîtes dont c'est le métier, de faire du logiciel de surveillance. On parle des trois, quatre les plus connus. Et voilà, in fine, les États sont les clients de ces boîtes-là. Et après, les États occidentaux, des États puissants, ont les moyens de faire leur propre technologie d'espionnage. C'est-à-dire qu'ils vont pas être clients de NSO, ou ils vont acheter une licence NSO pour faire croire qu'ils n'ont pas forcément leur capacité d'espionnage interne. Et d'ailleurs, il y a une histoire un peu rigolote avec le FBI qui a utilisé Pegasus il y a 4 ans. Ce qui n'a pas plu au gouvernement américain, globalement, qui a fait une enquête pour savoir qui était le client américain de NSO. Donc c'est le FBI qui a fait l'enquête pour s'apercevoir que c'était le FBI qui avait utilisé. Donc j'imagine la confrontation des deux équipes, l'investigation et le client dans la même entité. Bon, ça a dû être une réunion assez folklore. Mais voilà, c'est des États, sont des logiciels de surveillance qui sont achetés bien légitimement par des États et qui normalement vont être utilisés dans le cadre strict de la loi. La plupart des États européens aujourd'hui, les États occidentaux globalement ont accès à ce type de logiciel. Et heureusement, parce que ça permet quand même d'espionner des criminels, ça permet de se renseigner, ça permet de faire un renseignement. Donc heureusement qu'on a ce type de technologie. Le problème, c'est les effets de bord. C'est quand t'es ciblé parce que t'es pas criminel. Et on a eu des clients, à la fois des particuliers quand on faisait du particulier et des entreprises qui se sont fait cibler dans des VIP ou des gens n'importe des gens lambda, qui se sont fait cibler par ce type de logiciel. Humainement, c'est pas facile. C'est-à-dire que tu sais que globalement, tu as été espionné pendant 3 mois. C'est-à-dire que tous les messages, tous les photos, tous les appels, tous les trucs, enfin, les situations dans lesquelles tu avais ton téléphone, qui est en gros H24, quasiment aujourd'hui, tu pouvais être espionné. C'est-à-dire que toutes les conversations que tu as eues depuis les 3 derniers mois ont potentiellement été écoutées par quelqu'un. Humainement, c'est pas facile à vivre.
Et du coup, peut-être tu peux revenir sur Citizen Lab, Pegasus, qui vous contactent en fait pour regarder ce truc-là. Ouais, alors voilà, alors à l'origine, donc là on est en 2016, donc on récupère un téléphone qui appartient à un journaliste, et en fait on analyse ce terminal-là. À l'époque c'est du one click, c'est-à-dire qu'on a été capable d'analyser Pegasus parce qu'on a cliqué sur le lien dans un environnement sain évidemment. On a pu détonner nous-mêmes Pegasus sur le téléphone, la première fois. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que justement, ils sont en zéro clic, donc il n'y a plus de En traces zéro de clic, ça veut dire que primo-infection. tu sais Il n'y a plus plus comment t'as été d'intermédiaire. infecté. C'est ça, il y a plus de traces du message parce que la première action, c'est de supprimer évidemment la source d'entrée on appelle un payload sur un message, c'est en gros le paquet mal formé qui a permis d'exploiter la vulnérabilité à distance. Donc il n'y a plus de traces globalement. Et en fait, si on n'a pas l'appli au moment de l'infection, globalement derrière, on va pas voir grand-chose. Il faut vraiment être sur le terminal, il faut protéger proactivement le terminal, parce que justement, si on est là 3 mois après, il y aura peut-être 2-3 traces dans les logs du système, il n'y aura pas grand-chose, et surtout, c'est déjà trop tard. Tu sais que, et d'ailleurs, c'est comme ça la plupart des terminaux aujourd'hui sont analysés. On voit dans la presse beaucoup de journalistes ou même des hommes politiques. Récemment, il y a eu une députée européenne dont le français, enfin deux d'ailleurs, une française et une bulgare, je crois, Nathalie Loiseau, dont le téléphone a été infecté par Pegasus, ils s'en sont rendus compte des mois et des mois après. Ouais. Donc c'est gênant, si tu veux, pour la sécurité intérieure, c'est gênant pour les conversations, et encore une fois, elle a rien d'une criminelle, Nathalie Loiseau, elle est députée européenne. Donc c'est juste un effet de bord d'un pays qui l'a ciblé elle, parce que quelqu'un a eu son numéro de téléphone et parce que à un moment il voulait savoir ce qui se disait sur son parti politique. C'est de l'espionnage, c'est vraiment de l'espionnage. Et c'est là où la différence est importante entre le malware qui va espionner un citoyen lambda, si politisé soit-elle, et quelqu'un qui va espionner un criminel vraiment pour traquer cette personne-là. Et le problème, c'est que c'est la même techno, c'est les mêmes outils, et ça pose un vrai problème de vie privée, ça pose un vrai problème aux citoyens lambda qui ont rien à se reprocher et qui pourtant leur données vont se faire siphonner par ce type de logiciel. Ok, cool. On a fait un bon tour de Lookout. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est une partie de notre activité. On a aussi une autre partie de sécurité des données cloud. Mais voilà, aujourd'hui, on a vendu la partie à l'origine. On était une boîte pour les particuliers. Lookout a été fondé pour sécuriser les téléphones des particuliers. Aujourd'hui, on fait plus que de l'entreprise. On a vendu la partie pour les particuliers à F-Secure l'année dernière. Et aujourd'hui, on est focalisé sur les entreprises, donc vraiment les terminaux des flottes d'entreprises. Et voilà. J'ai cité quelques clients tout à l'heure, mais on est surtout sur des clients qui ont une maturité importante sur la sécurité, sur la cybersécurité, et qui pensent que le mobile, c'est ni plus ni moins qu'un poste de travail comme un autre. Hein. Et donc forcément, sur un poste de travail, sur un PC, un portable, un serveur, j'ai un antivirus. Et sur le mobile, c'est exactement la même chose. Je peux pas faire confiance à Apple ou je peux pas faire confiance à Google pour sécuriser de base mon téléphone. Il faut que comme je fais pas confiance à Windows, je fais pas confiance ni à Google ni à Apple. Donc il faut globalement qu'il y ait une prise de conscience dans les équipes cyber, comprendre que le mobile c'est un PC qui est connecté encore plus qu'un PC traditionnel. Et ça me fait penser une question pour toi là, parce que du coup j'ai eu un peu de discussion là-dessus et j'ai vu des éditeurs qui créent d'autres téléphones en fait avec d'autres plateformes pour pas, en concurrence un peu d'iOS, d'Android, pour dire nous on est sécurisé en fait. T'en penses quoi de ça? J'en pense que c'est bien pour un usage bien particulier. C'est le cas de beaucoup de téléphones, notamment dans la gendarmerie. La gendarmerie française aujourd'hui fait son propre OS. Hein. Mais c'est un usage bien particulier, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre OS qui est basé sur Android évidemment, mais qui prend une certaine fonction qu'ont pas les services Google, qu'ont vraiment le strict minimum qui permet ces services de fonctionner. Ça c'est très bien parce que globalement je crois que c'est inattaquable, mais c'est tellement limité en termes de surface d'exposition et de logiciels que tu vas faire tourner dessus que globalement ça va pas ça va pas être très facile de l'attaquer à distance. Le problème c'est que tu mets pas ça dans les mains de n'importe qui et ça ne correspond qu'à un usage. Et le problème de ces OS Graphene OS, qui est peut-être la base Android la plus connue et la plus utilisée dans ce type d'usage,
En termes d'utilisation pour un utilisateur lambda, C'est limité. c'est pas évident, quoi. C'est-à-dire, tu pas besoin d'un iPhone où tout est simple et normalement intuitif sur Apple, à Graphene OS, il y a un gap, si tu veux. Il y a le geek qui va savoir utiliser Graphene OS, et puis il y a l'utilisateur lambda ou un téléphone Android ou un iPhone, ça lui va bien, hein. Parce que voilà, il va, c'est comme les téléphones sécurisés des VIP de l'État, des téléphones de Macron, hein, notamment, ou des politiques, qui sont des téléphones ultra sécurisés, conçus par Thales, machin et tout. Le truc, il met 3 minutes pour se connecter. Il n'y a pas Twitter dessus. Il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, parce que ce sont des téléphones qui sont faits pour avoir des communications sécurisées. Et quand on voit toutes les photos de Macron, qu'est-ce qu'il a dans la main? Un iPhone. Qui n'est pas du tout sécurisé. C'est-à-dire que même la ligne peut être sécurisée, ok, mais le téléphone en lui-même, il l'est pas. Il y a un vrai problème, si tu veux, entre l'usage. Tu peux définir un système qui est ultra sécurisé. Si en termes d'expérience utilisateur, c'est pourri, en termes d'usage, c'est pourri, bah, l'utilisateur ne l'utilisera pas. Il préférera utiliser un truc qui est vachement plus sexy, mais qui est moins sécurisé. Et c'est tout le problème de la cyber. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut arriver à trouver le curseur entre la bonne expérience utilisateur et quand même une sécurité qui tient la route. Et sur les téléphones, Apple et Android ont quand même une bonne expérience utilisateur, mais pour une sécurité qui est quand même moindre qu'un OS intelligent. Oui, mais ce que j'avais en tête, c'est qu'en fait, la sécurité en soi de Android et de iOS, elle est aussi, enfin, c'est pas parce qu'ils sont nuls en sécurité, j'imagine, c'est parce qu'il y a une grosse surface d'exploitation possible, en fait, non? Oui, c'est ça. Puis alors, ils sont plutôt bons. C'est-à-dire que l'OS moderne, que ce soit iPhone, enfin Apple, iOS ou Android, l'OS moderne est conçu comme une sandbox. Alors c'est un peu technique, mais globalement une application qui est installée sur un téléphone légitime, donc qui est pas routé, qui est pas jailbreaké ou je ne sais quoi. Normalement, cette app, si elle vient du store, elle a des API. Elle ne peut utiliser que ces API-là et elle ne peut pas sortir de sa sandbox, donc de son environnement d'exploitation. C'est-à-dire qu'elle peut pas aller voir l'ensemble des applications qui sont installées, elle peut pas aller récupérer des données, elle est obligée de demander les permissions à l'utilisateur pour accéder à la caméra, le GPS et tout ce qui est. Sauf que le problème, c'est que il y a des vulnérabilités et que ces applications-là, elles ont bien compris qu'en exploitant des vulnérabilités, je pouvais bypasser les API, je pouvais jailbreaker mon téléphone et router mon téléphone et globalement bypasser complètement la sécurité de l'OS. Parce que du coup, le jailbreak, c'est ça. En fait, le jailbreak, c'est une app qui réussit à sortir de sa sandbox. En fait, c'est ça concrètement. Alors oui, le jailbreak, c'est tout simplement désactiver le sandboxing, entre autres. D'accord. Ok. Pour simplifier, effectivement, c'est désactiver complètement les systèmes de sécurité des OS modernes. Et donc forcément, le sandboxing en fait partie, le chiffrement en fait partie, les communications, l'analyse des communications, et puis les API. Tout simplement, quand t'as une application qui s'exécute sur un téléphone jailbreaké, elle va pas utiliser les API qui sont fournies par l'OS, elle va faire des appels directs auprès du GPS, auprès de la caméra, auprès de l'iPhone, auprès du micro, parce que globalement, elle a accès. C'est-à-dire qu'elle a accès au driver qui va lui permettre d'accéder tout simplement à la caméra, au micro ou à l'emplacement GPS. Elle va pas demander la permission à l'utilisateur, elle l'a déjà. Donc ça sert à rien de demander la permission. Et c'est ça le problème du jailbreak ou du root, c'est qu'en fait ça bypass complètement. C'est comme, je fais souvent le parallèle avec utiliser Windows en tant qu'admin, ce qui est normalement une très mauvaise pratique mauvaise pratique, on va dire, mais qui est mis en place par beaucoup d'administrateurs, on va dire un peu old school, qui disent non mais moi je sais ce que je fais, je suis administrateur de mon poste, machin, je peux cliquer. En fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que plutôt que de demander une permission, la permission elle l'a déjà, parce que tu es logué avec un compte root et tu as accès à l'ensemble des composants hardware, logiciels du téléphone sans demander quoi que ce soit à l'utilisateur. Ouais. Okay. Oui, c'est ça. Il vaut mieux un compte avec quasiment tous les droits, mais qui est quand même dans l'environnement sécurisé, que le compte admin root qui bypass en fait tout ça, quoi. C'est ça. En fait, ça va rien te demander, elle va s'exécuter tout seul, et c'est le problème de beaucoup de gens qui jailbreak ou qui routent leur téléphone en disant ouais mais moi sur Apple je veux ça, je veux une customisation spécifique, Apple me le donne pas. Oui, mais jailbreak pas ton téléphone, parce que si tu jailbreak ton téléphone, c'est-à-dire que l'ensemble des apps de ton téléphone peuvent accéder à l'ensemble de tes données et il n'y a plus aucun contrôle de sécurité. Donc un OS moderne est un peu mieux fait en termes d'architecture que Windows, un peu plus sécurisé, mais c'est pas 100% sécurisé, encore une fois, ça n'existe pas.
Et il y a des vulnérabilités qui sont exploitées et exploitables en permanence. Et tous les mois, hein, si on regarde les patchs d'Apple tous les mois, les release notes d'Apple tous les mois, on voit il y a des vulnérabilités critiques exploitées et Apple recommande de mettre à jour, mais genre dans l'heure qui suit, il faut mettre à jour parce que on sait très bien que la vulnérabilité va être exploitée quasiment instantanément par les hackers. C'est très important de ne pas jailbreaker, de ne pas router son téléphone, et c'est aussi très important de ne pas prendre d'applications qui ne viennent pas des stores officiels. Parce que le store officiel garantit quand même que l'application va suivre les bonnes pratiques de sécurité de la plateforme, que ce soit de l'App Store ou de Google Play Store. Il y a quand même, quand on met une application là-dessus, l'application va être validée, on va donner un avis. D'ailleurs, nous, à ces plateformes-là, en disant cet avis-là, après, ils en font ce qu'ils veulent, hein, mais on leur dit ça c'est un malware, ça c'est un comportement malveillant, je ne sais quoi. Et après, ils les mettent en ligne ou pas. Mais globalement, ils les mettent souvent en ligne, même si on leur dit que c'est malveillant. Après, c'est malheureux, c'est comme ça. Mais donc, nous, ça nous permet quand même de récupérer énormément d'informations tous les jours. Mais voilà, une application qui vient du store, elle est validée par la plateforme. Donc, quand on prend une application qui ne vient pas du store, maintenant, ça a été ouvert sur Apple récemment avec l'Union européenne les a forcés à ouvrir l'App Store et d'autoriser ce qu'on appelle le side loading. Sur Android, c'est le cas depuis le début. Des marketplaces alternatifs, il y en a des milliers. Quand on prend une application sur ces marketplaces alternatifs, elle a été validée par personne. C'est-à-dire qu'en termes de vie privée, en termes de communication, en termes d'exfiltration de données, elle ne va pas respecter, elle peut ne pas respecter les bonnes pratiques de sécurité. Et donc, elle peut accéder à vos photos, elle va demander la permission et les envoyer vers un serveur de command and control. Et personne n'aura son mot à dire. C'est vous qui avez donné la permission pour accéder au storage. Donc c'est des mauvais usages sur des plateformes qui sont relativement bien sécurisées, relativement bien conçues. Mais le problème, c'est que devant, il y a un utilisateur. Et c'est toujours le même. C'est que l'utilisateur a cliqué sur un lien, il a installé l'application, il va vouloir un fond d'écran avec un petit chat qui parle. Voilà. Enfin, c'est le problème de l'utilisateur. Que ce soit l'utilisateur sur un PC, l'utilisateur sur un mobile, c'est qu'in fine, le plus simple, c'est pas de cibler l'OS, ni de cibler l'application, mais c'est de cibler le bonhomme. C'est le choix le plus simple. C'est clair. Bastien, je voulais te poser une question aussi. Quand on a préparé l'épisode, du coup, de nouveau sur Lookout, je te parlais un peu de femmes dans la cybersécurité, parce que du coup, maintenant que je regarde un peu ce domaine-là, je trouvais qu'il était encore plus masculin que le domaine de la tech en général, tu vois. Et toi, tu m'as dit que chez vous, chez Lookout, vous avez majoritairement des femmes dans les équipes de recherche, c'est ça? Exactement. Plus de 50% de notre équipe de recherche est composée de femmes. Et c'est pas par hasard, c'est-à-dire que c'est pas on n'a pas voulu absolument avoir 50%, c'est qu'en fait on a lancé un événement qui s'appelle Day of Security, donc c'est comme security mais avec un H comme Security, et c'est un événement qu'on a lancé en 2017 qui veut, enfin à la base voulait faire la promotion de l'industrie de la cybersécurité aux États-Unis, hein, parce qu'on est quand même une boîte américaine. Donc la première édition, c'était à San Francisco en 2017, et on avait une trentaine de participantes. C'est ouvert que aux femmes, pour le coup, il n'y a pas d'hommes, enfin femmes et non binaires. Et en fait, on a créé ce premier espace de discussion, qui était un espèce de forum sur lequel il y avait des femmes de tous horizons, pas forcément des spécialistes de l'informatique, mais voilà, des femmes qui étaient intéressées pour voir ce qui se faisait dans la cybersécurité. Et en fait, cet événement 2017, 2018 et 2019 nous a permis de toucher énormément de femmes. Et en fait, on s'est rendu compte que les femmes étaient intéressées aussi par ce qu'on faisait et que globalement, ça les intéressait de faire de la recherche, d'identifier ce type de menace, d'identifier ce type de vulnérabilité, d'identifier ce type de comportement suspect. Et en fait, la plupart de nos chercheuses aujourd'hui, d'ailleurs, si on regarde tous les rapports publics qui ont été faits par Lookout, vous verrez, la plupart, c'est signé par des femmes. Okay. Parce que, alors, je dis pas qu'elles sont meilleures que les hommes, mais en tout cas, on les met plus en avant peut-être, je sais pas, c'est peut-être un hasard, mais en tout cas, la plupart des rapports qui ont été faits sur les 3-4 dernières années ont été signés par des femmes. Okay. Et c'est super parce que, enfin, le Day of Security aujourd'hui, c'est une grosse communauté, hein. On l'a fait à Londres l'année dernière, on a refait une édition à San Francisco la semaine dernière, on va en faire une fin mai en Inde, en virtuel. On va refaire une à Boston au mois de novembre. Enfin,
c'est vraiment un concept qui nous a échappé aujourd'hui. On n'est plus responsable de ce truc-là. On l'organise toujours en finance, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est un concept à part entière, une communauté à part entière qui s'organise autour de la sécurité, la cybersécurité au féminin. Et je trouve ça génial d'intéresser. Très souvent, ce sont des étudiantes, hein, mais ça peut être aussi des femmes en reconversion qui s'intéressent à l'informatique et qui s'intéressent à la sécu et qui veulent voir en gros que voilà, c'est pas uniquement un monde d'hommes. Et effectivement, Lookout est peut-être l'endroit où on fait la plus belle part aux chercheuses. Et c'est vraiment super quand il y a des groupements de voir que les femmes sont aussi intégrées que les hommes dans cet écosystème. Je trouve ça vraiment génial d'un point de vue personnel. Je me demandais en plus du Days of Security, derrière, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça. Tu me dis 2016-2017, c'est ça? 2017? Ouais, c'est ça. La première édition, je crois que c'était 2017 ou 2018. Donc ça fait 7 ans, vous arrivez déjà à plus de 50%, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez eu une grosse augmentation des candidatures, ou vous avez fait aussi du travail après de formation, vous avez recruté des gens en reconversion que vous avez aidé. Enfin, alors oui, on les a formés parce qu'il y en a beaucoup. Alors il y en avait qui avaient quand même des bases en informatique, mais il y avait des enquêtrices qui avaient rien à voir avec l'informatique. Excellent. Et on a besoin, je veux dire, quand on fait de la recherche, on a besoin d'outils, effectivement, on a besoin de manipuler les outils, mais surtout on a besoin d'être câblé pour chercher. Parce que tu sais pas ce que tu cherches. C'est un peu le problème. C'est, quand tu fais de la recherche en cyber, c'est que tu sais que tu cherches quelque chose de malveillant, mais tu sais pas quoi. Donc t'as une masse t'as une masse de données et tu dois chercher quelque chose. Tu ne sais pas quoi dans cette masse de données. Donc on a embauché des gens suite au premier, des femmes suite au premier Day of Security. Je crois qu'on a embauché 2. Et après tous les ans, en fait, on recevait des CV justement grâce à cette communauté. Et puis les femmes qui avaient été embauchées témoignaient. C'est-à-dire que à l'édition suivante, elles témoignaient en disant voilà ce que je fais chez Lookout. Regardez, enfin, je suis une femme dans la cyber. Regardez ce que je fais. Et en fait, ça donne envie. Et c'est ça qui est vachement bien. Ça donne envie de travailler dans la cyber. Et c'est ça que j'aime bien dans ce type d'événement, que ce soit Day of Security ou plein d'autres, hein, c'est que justement ça donne envie et ça montre que le milieu de la cyber est certes aujourd'hui relativement masculin, mais qu'une femme a toute sa place et qu'elle peut réussir et peut avoir des très très beaux succès dans ce monde-là. Ok. Bon bah trop chouette, écoute, belle initiative, on mettra les liens là-dessus dans la description. Donc je t'avais dit qu'on allait faire un long épisode, on n'a pas encore commencé à parler de toi, alors que Tronche de Tech, c'est quand même le but de parler de toi. Alors, allons-y. La première question, du coup, maintenant, puisque tu as parlé de Lookout beaucoup, mais ton parcours à toi, comment, en fait, t'es arrivé soit dans la cybersécurité ou même dans la tech au début? Alors, pour moi, ça a été un peu lié, ça a été très rapide, en fait, mon passage dans la cybersécu. Donc, j'ai toujours été passionné d'informatique, hein. J'ai eu un PC, j'avais 14 ans, alors j'ai un peu plus que une quarantaine d'années aujourd'hui, mais voilà, ça fait quelques années. Et en fait, au début, c'était surtout voilà pour les jeux vidéo, enfin comme tous les ados aujourd'hui, hein, j'imagine, c'est jouer aux jeux vidéo. Sauf que les jeux vidéo c'est très bien, mais j'avais un petit budget, donc il fallait commencer à les craquer. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu le code, savoir comment craquer des jeux, comment des choses bêtes, mais comment se faire passer pour un lecteur CD et faire croire que le CD était là parce qu'il y avait un pote qui m'avait prêté le CD. Et à l'époque, les jeux sur CD, on pouvait pas lancer le jeu si le CD n'était pas dans le lecteur. Donc voilà, il y a des choses comme ça, créer des cracks. Bon, ça c'était juste voilà pour jouer à titre perso. Et puis après, je suis tombé dans les sites web, j'ai vu qu'on pouvait récupérer plein d'informations sur Internet. C'était le début c'était 96, 97. Donc le début d'Internet, à la DSL, en tout cas avec des connexions qui commençaient à tenir la route. Donc on faisait des sites web. Et puis avec un pote, on a vu que les régies publicitaires pouvaient payer en pay-per-view. Donc en fait, ils payaient à l'époque, maintenant c'est du pay-per-click, voire du pay-per-action. À l'époque, ils te payaient juste pour que tu affiches de la pub sur leur site web. Et en fait, ils te payaient au nombre d'impressions. Ce qui était bien, sauf qu'on avait 2-3 sites web comme ça qui tournaient plutôt bien. Et en fait, on avait une régie publicitaire qu'on a un petit peu, dire illégitimement détroussée en faisant des appels en JavaScript pour aller charger simplement des bannières de pub sur des sites web. Donc c'est des connexions légitimes, mais en fait on faisait charger la bannière de pub 10 fois plus qu'il y avait de visiteurs. Et en fait on se faisait, alors j'ai plus les montants, mais je me souviens que c'était suffisant si tu veux pour commencer à s'amuser et à essayer de comprendre un petit peu comment ça marchait.
Donc c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la tech, le monde pas de la cyber à l'époque encore, parce qu'on n'en parlait même pas. On parlait même pas de sécurité Non, informatique non, encore. Mais voilà, c'était du bidouillage, du hacking. À l'époque, ouais. on appelle ça quand même du hacking, même si c'est pas du piratage, c'est du hacking, c'est d'essayer de détourner un usage, enfin quelque chose qui est fait par un usage. C'est ça le but du hacking. Et puis après, bon voilà, je me suis dit bon tiens, je vais faire des sites web parce que ça me plaisait bien. Donc j'ai cherché des formations là-dedans. J'avais signé avec une start-up qui s'appelait Casibao, donc ça c'était en 2001. Casibao, qui était un site pour ados, une espèce de communauté pour ados, un peu comme Facebook aujourd'hui ou Instagram ou TikTok, je ne sais quoi, mais sans les contenus multimédia. Sauf que c'était 2001, c'était la bulle Internet, Casibao s'était racheté, c'était en mois de juillet. Enfin, en gros, j'allais signer mon contrat et le directeur m'appelle, il me dit bon finalement on s'est fait racheter, on gèle toutes les embauches et en fait même moi je vais me faire virer, quoi. Donc en gros voilà, ils avaient plus de pognon, ils étaient au bout du rouleau. Donc pas de pas de stage pour moi. Et du coup j'avais envoyé les CV en utilisant Yahoo. À l'époque, on faisait de la recherche de CV, la recherche d'offres d'emploi par Yahoo. Et j'avais, je crois, envoyé 100, 200, 300 CV. Il y avait une boîte qui m'a répondu. C'était des anciens d'IBM qui avaient créé une boîte à Lyon et on a commencé comme ça. On était trois pas dans un garage, mais dans un tout petit appartement. Donc on faisait tout. On faisait de l'hébergement de sites web, la création, de l'installation, de la vente de lignes ADSL. Alors, on faisait tout, on a même fait de la vente de tonnerres d'imprimantes, des installations, enfin vraiment de la bidouille de base de la boîte informatique tout venant, quoi. Ouais. Et puis en allant un peu plus loin dans les lignes ADSL, on a commencé à installer des composants réseau chez les clients pour justement uniformiser la connexion internet. Et puis on s'est dit que ça serait bien de mettre des pare-feux, donc on a cherché des éditeurs de pare-feux. Et en fait en quelques mois, on est devenu distributeur de ce type de solution pour la France. Et donc on a commencé à distribuer et installer des pare-feux. Et c'est comme ça que j'ai vraiment basculé dans le monde de la cyber, donc en 2002, 2003. La cyber défensive, la cyber offensive qui est du piratage ou du pen testing. La cyber défensive, c'est ce qu'on appelle la blue team, l'équipe bleue, qui permet de mettre tout en œuvre pour sécuriser une infrastructure informatique. Et donc c'est comme ça que j'ai basculé plutôt dans la cyber que plus dans la tech et dans la création. J'ai une question, je vais revenir sur l'histoire du pay-per-view là, parce que du coup je me rappelle un peu de cette époque-là, mais ils contrôlaient pas, ou alors ils avaient des contrôles mais pas avancés du tout sur le fait que c'était la même personne, les mêmes headers, tu vois, les mêmes. Ils contrôlaient, mais on a trouvé un moyen de Ah ouais. Okay. bypasser le contrôle. Bah oui, parce qu'en fait, je sais plus exactement, parce que ça fait quand même quelques années, mais je me souviens que tu devais diffuser une adresse d'un site web, et en fait, ils ne contrôlaient que ce site web là. Mais si tu appelais la bannière depuis un autre site web, en fait, c'était le même lien, c'était un code identifiant unique, et en fait, ils vérifiaient pas la source. Je sais même pas si à l'époque tu pouvais vérifier la source dans le JavaScript. Je suis pas sûr que JavaScript à l'époque était suffisamment avancé pour ça. Mais voilà, en fait, t'appelais la bannière depuis n'importe quel autre site web. Donc on avait un site web qui était légitime, qui lui respectait la charte. Et en fait, on avait 3-4 sites web derrière qui appelaient cette bannière à fond et qui généraient des centaines de milliers de vues par mois. Et on se faisait un petit peu d'argent comme ça. Ouais, c'est pas étonnant qu'ils aient arrêté le pay-per-view. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je crois que ça marche pas plus. Ouais. Ok, chouette. Est-ce que tu peux revenir sur un de tes pires souvenirs pro dans ta carrière? Sur mes pires souvenirs, on va continuer sur le début de la carrière. Donc un de mes pires souvenirs, je pense que c'est justement quand on avait des data centers, on faisait de l'hébergement de sites web et on commençait à manipuler des pare-feux. Donc là, c'était en 2002, 2003, un peu comme ça. Donc on avait des serveurs d'hébergement qui étaient à Genève, donc dans le data center du CERN. Faut dire que le data center du CERN, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, des data centers, il n'y en avait pas pléthore. Il n'y en avait même pas à Lyon, c'était vraiment le début, donc le plus proche pour nous, c'était Genève. Et donc on avait nos serveurs là-bas. Et en manipulant des règles de pare-feu, j'ai fait une petite boulette. J'ai créé une règle qui renvoyait tout le trafic de ce pare-feu-là, qui hébergeait tous nos sites web et tous les sites web de nos clients et tous les services derrière. J'ai fait une petite boulette. En fait, j'ai redirigé le trafic vers une route qui n'existait pas. Ce qu'on appelle une black hole, une règle de DNAT. Destination Network Address Translation. Donc, une règle de DNAT, un point de vue réseau, c'est de la réécriture d'adresse. Tu as une destination, une adresse IP.
En fait, t'envoies le paquet vers cette adresse IP, l'adresse IP la renvoie vers une autre. Et sauf que du forward, c'est ça fait suivre. C'est du forward, si tu veux, c'est exactement ça, c'est du forward de paquet. Sauf que je l'avais fait pour tous les ports et pour toutes les destinations. C'est-à-dire, en gros, le truc s'était transformé en un câble réseau. C'est un trou noir. Et un trou noir, exactement. Sauf que c'est une data center du CERN, donc tu rentres pas comme ça. C'est-à-dire que t'arrives pas. Plus c'était à Genève, j'avais pas de bagnole, j'avais rien du tout. Donc si t'avais pas de prise en main à distance, c'est-à-dire qu'il y avait aucun moyen de débugger à distance. Mais comment t'avais écrit la règle, mais tu pouvais pas la réécrire a posteriori, c'est ça? Non, parce qu'en fait, je m'étais coupé l'herbe sous le pied, parce que j'avais envoyé le trafic, y compris le trafic vers la plateforme d'administration des frères, de mon trafic à moi, mon trafic légitime, quoi. Ok. Donc voilà. Puis bon, j'étais même pas sur la liste des gens autorisés, parce qu'à l'époque j'étais stagiaire ou j'étais alternant, donc j'étais même pas autorisé à aller au data center du CERN. Donc bon, tu t'en rends vite compte que t'as fait une boulette, donc bon, faut aller expliquer la boulette. Ton directeur. Mais parce que du coup, juste que je comprenne, au moment où tu fais ta règle, en gros, la seconde où tu valides ta règle, ton écran il s'éteint en fait, grosso modo. Ah bah ouais, t'as une page blanche, quoi. Ouais, c'est ça. Puis bah merde. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu réfléchis, tu dis ah merde, ah bah c'est mort. Puis tu sais, t'as 10, 15, 20 secondes de flottement en disant putain, comment je vais faire que ah bah c'est la merde. Le temps de réaliser qu'en fait il y a pas de solution. Il y a pas de solution, que si tu veux, ton cerveau il fait toute la liste des solutions d'un coup et tu te dis bah non, bah c'est mort, bah faut y aller puis remettre un backup, quoi. Donc bon, Lyon-Genève en bagnole, bon ça se fait pas non plus en 5 minutes, donc voilà, on parle de quelques heures d'indisponibilité. Bon, à l'époque c'est la bidouille pour la informatique, mais voilà, j'espère que ce genre de situation n'arrive plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est peut-être pas ma plus grosse boulette, mais c'était ma première et je m'en souviens encore. Ouais, ça fait plus de 20 ans. Donc, du coup, t'as réussi à remettre. C'est toi qui as remis le truc physiquement en fait. Ah non, moi j'avais pas le droit d'aller j'avais pas le droit d'aller au data center, donc c'était mon boss qui était reparti avec un backup et en fait après sur place c'était simple, c'est-à-dire que tu remettais un backup, tu repartais. Voilà le backup du samedi d'avant, tu repartais sur une config du samedi d'avant. C'est des règles de firewall, donc il y a pas de données, il y a pas de perte de données. C'est juste la config, ouais. Et c'est juste voilà, c'est 4-5 heures d'indisponibilité, le temps d'y aller. Le temps de planifier, puis voilà, le data center du CERN, si tu veux, t'y rentres pas comme ça, tu te pointes pas en disant bonjour, viens embooter ce serveur-là, c'est pas possible, quoi. Il faut des autorisations, il faut envoyer des fax pour dire voilà, il y a quelques qui va venir et tout, quoi. Ah ouais, non, c'était archaïque, c'est une autre époque, quoi. Et surtout, il n'y avait pas moyen de prendre la main à distance sur quoi que ce soit, il n'y avait pas de virtualisation, enfin, début de la virtualisation, il y avait pas le data center n'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui. Et voilà, il fallait forcément y aller D'accord. Mais du coup, effectivement, je reviens sur le moment où tu as cliqué. Toi, tu as eu l'écran blanc. Ah bah oui, ça. Tous tes clients aussi, en fait. Tous tes clients aussi, tout d'un coup. Ah bah, du coup, il y avait plus rien qui marchait, ouais. Effectivement. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui était en train de faire un téléchargement ou accéder à un site web ou un service web, il y avait plus rien. C'est-à-dire que, en fait, t'arrivais sur une page qui était redirigée vers un service. T'avais une réponse vide, en gros. C'est ça. Donc, quand j'ai refait, donc, une fois qu'on a remis le backup, j'ai refait la règle et j'ai regardé, je suis, ah ouais, effectivement, j'ai pas mis tous les ports, j'en voulais qu'un, et j'ai pas mis les 65 000 ports. J'en ai mis un, effectivement, ça marchait bien. Ça marche bien. Donc voilà. Bien réfléchir avant de cliquer, c'est valable, y compris quand tu fais de l'admin. Ouais. Ben, j'ai discuté avec, c'était un épisode avec Nathalie Godec qui est pas, comment on dit. Enfin, en fait, elle fait de l'archive, de l'infrastructure. En fait, elle est, on va dire DevOps, c'est pas le bon mot, mais elle a raconté qu'elle avait fait un truc un peu similaire, c'est qu'elle avait débranché le TH0 sur une machine sur une machine virtuelle, et en gros, ça l'avait déconnecté. Mais du coup, tu as des admins qui ont des droits pour passer par une autre interface, toujours à distance en fait maintenant. Donc, j'imagine qu'il y avait pas ça à l'époque, mais c'est un petit peu. Ah bah non, il y avait pas. Déjà c'est un pare-feu, donc c'est en termes d'accès à distance, tu vois, il y avait que quelques IP qui étaient autorisés à y accéder, et donc vraiment les IP locales du data center, ça n'a pas de sens. Et donc voilà, il y avait l'IP du bureau, il y avait l'IP de mon boss, il y avait en gros 3-4 IP qui pouvaient prendre la main à distance, mais là même ces IP-là n'y accédaient plus parce que tout était redirigé vers un truc qui n'existait pas. Excellent. Donc voilà. Ok, mais ma question d'après, c'est marrant parce que c'est presque, enfin, en tout cas, je trouve que cette réponse aurait été un bon candidat. Mais c'est quoi le truc le plus what the fuck que t'aies fait avec du code? Légal ou pas?
Ah ouais, comme tu veux, moi j'ai pas de problème si c'est pas légal. Bah, on va prendre des trucs qui ont prescription. Alors, Ok. c'est pas mal. Alors, je pense que j'ai foutu en l'air un site de e-commerce français avec une injection SQL. Je crois que c'est le truc le plus, enfin, c'est le truc qui m'a fait le plus flipper, en fait. C'est surtout Ok. ça. Donc, c'est un site de commerce qui s'appelait Père Noël, pèrenoël.fr. Donc, c'est un vieux site qui a déposé le bilan, d'ailleurs. Enfin, c'est une boîte qui a arnaqué ses clients. Ah oui. Donc je n'ai pas pris au hasard. Enfin, je m'étais pas exercé à l'époque. Je découvrais comme un peu ce monde-là. Et en fait, ils arnaquaient des clients. Ils vendaient des trucs qui étaient jamais livrés, avec des Ah ouais. livraisons exceptionnelles. Enfin, bon, bref, ils sont même pris un procès, hein, enfin, d'ailleurs, plusieurs procès. Ils ont déposé le bilan. Donc, il y a plus de. C'est pas moi qui ai creusé leur tombe. Ils l'ont creusé tout seul. Mais voilà, en fait, je faisais des scripts pour tester. À l'époque, je faisais des sites de commerce et donc je testais les SQL injections, les machins, pour justement protéger mes propres sites. Donc, je faisais des scripts, en fait, qui hackaient mes propres sites, enfin, qui essayaient d'hacker mes propres sites pour voir si, derrière, j'avais la possibilité d'injecter du code. Et puis, mauvaise manipulation, encore une fois, un script qui était sur mon PC. Alors, j'étais à la fac, en plus, j'étais à l'université, ce jour-là. Donc, je me connecte depuis le PC, je lance le script. Et puis, je sais pas, en fait, je regarde l'URL, je fais pernol.fr, je fais merde, c'est pas le bon truc. Et en fait, je sais pas, j'ai dû copier, enfin, je sais plus exactement ce que j'avais fait. Mais in fine, en fait, mon script qui faisait des injections de code, s'était exécuté sur le site pernol.fr. Donc, je fais bon, bah, on va voir le résultat. Et je regarde le site Pernol, le truc en carafe, pareil, le site blanc. Alors, les pages, le template était là, mais il n'y avait plus rien. Il Il y n'y a avait plus de plus de contenu produit. quoi. Il y a plus de Il n'y avait contenu. plus de contenu, il n'y avait plus de produit. C'était un site de commerce en ligne. T'imagines Amazon blanc avec rien avant. Sympa. Je fais bah merde. Bon, bah, je regarde mon script et effectivement le truc était, le site de commerce était quand même très très mal foutu parce qu'il était très vulnérable à ce genre de script. Ouais. Et en fait le truc a mis, enfin ils ont mis, je sais pas, c'était pas 2 jours à remettre le site en Ah ouais. prod. Et moi j'ai flippé pendant des semaines que quelqu'un vienne Ouais. me Ouais. sortir en disant bon bah voilà, Monsieur Bob, c'est sympa, mais maintenant il faut la Pas légal. répondre de vos actes, parce que voilà, j'ai quand même foutu le Ouais. site en vrac. Mais t'avais fait quoi? T'avais fait un drop de la DB? T'avais fait un. Ouais, en fait c'était ça, c'était des drops. En fait, ça faisait du SQL injection. Et si le SQL injection était possible, ça faisait un drop DB ou un drop table. Non, ça faisait un drop table du nom de la table que tu essayais de Ok. récupérer. Donc il y avait du concal, je récupère les noms de table et ça faisait Ouais. du drop table quoi. Donc ça droppait pas toute la base de données, ça droppait table par table. Mais le problème, c'est que le script était automatisé. Donc en fait, il essayait de revoir toutes les pages et il essayait de faire Mmh. toutes les tables. Ouais. Ce qui est vachement bien quand tu fais du pentest pour tes propres sites, parce que justement, si tu vois quand tu surfes sur ton propre site ou sur tes sites en laboratoire et que tu vois qu'il y a des trucs qui se comportent pas, comme ça devrait, c'est que t'as Ouais. un problème de vulnérabilité. Donc, mais il faut pas le faire en prod et encore moins Mais sur des normalement, sites tu fais pas le qui drop table sur ta prod en pentest. pas sur des sites qui t'appartiennent pas. Ouais. Donc voilà, après je pense qu'en fait le site était tellement mal foutu qu'ils se ont jamais trouvé Ce qui s'est passé. comment ça a pu être fait. Puis c'était du LSQL injection, donc c'était pas de l'intrusion à proprement parler. Il n'y avait pas de Oui, oui, tu es. il y avait l'IP du proxy de l'université de Grenoble, mais c'est Ouais. quoi. Donc après il aura fallu qu'ils contactent. Enfin, ça a été très très long, si tu veux, le petit Oui, oui, oui. dans l'état où la boîte était. Ouais. Oui, oui, il faut un certain nombre de moyens en fait. Enfin, en fait, je sais pas si c'est un problème inhérent au piratage, mais effectivement, t'as plein de boîtes qui n'ont pas les moyens ni les ressources d'aller chercher derrière, remonter jusqu'à la source, parce que tu es obligé de passer par des intermédiaires. En fait, tu peux pas remonter tout seul, ce genre de choses. Bah non, puis c'est surtout qu'il faut que tu logs tout, et donc ça coûte. Enfin, aujourd'hui, en plus, ça coûte encore plus d'argent qu'avant, parce qu'avant, un disque dur, bon, écoute sur ton disque dur, quand le disque dur était plein, bon, bah, ça rajoutait. Mais aujourd'hui, tu payes à la ligne, tu payes à l'entrée, donc globalement, si tu logs un truc, ça va te coûter Ouais. pouillème de centième de centimes à chaque fois. Voilà, si tu logs toutes tes requêtes SQL, toutes tes requêtes et tout ça, ce qui est une bonne pratique, hein, il faut le faire. Mais je comprends qu'il y a des boîtes de tech ou des boîtes de services qui veulent pas le faire parce que ça leur coûte trop cher. Et le problème, c'est que tu pourras jamais remonter à la source, savoir qui t'a hacké, quelle était la requête.
Et puis même si tu as la requête, tu sauras pas forcément quelle est la source. Bah, même si tu as l'adresse IP de la requête, en fait, derrière, en fait, il y a une chaîne à remonter en disant à qui elle était attribuée à telle date. Faut que tu passes par le FAI. Après, c'est le boulot de la police, c'est le boulot des enquêteurs aujourd'hui de montrer ça. Le but de l'ANSSI et enfin, des services de police aujourd'hui, c'est justement d'aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire leurs propres investigations comme ça. Et puis, quand tu dois demander à un registraire qui correspond à cette adresse IP, c'est pas un privé qui le fait. C'est une autorité qui le fait. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, je le fais plus, hein, ce genre de truc. J'ai arrêté, mais beaucoup de gens continuent de faire des SQL injections et surtout beaucoup de développeurs continuent d'avoir des sites vulnérables, alors que c'est quand même relativement simple d'échapper ces requêtes SQL et de vérifier quand même du contenu qui est saisi par l'utilisateur, ne jamais faire confiance à l'utilisateur, c'est quand même une bonne pratique. C'est inhérent à la sécurité, mais voilà, tout ce que l'utilisateur et encore plus quelqu'un que tu connais pas va te donner, tu l'analyses et tu regardes s'il y a pas un contenu. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que moi, sur les trucs d'injection, je regarde pas mal et c'est vrai que tu as, bon, déjà, les gens, je pense, sont pas assez au courant, se rendent pas compte aussi de l'impact, tu vois. Et puis, je vois quand même, il y a quand même plein d'astuces, tu sais, où tu essayes de faire des techniques pour échapper correctement les caractères que les gens rentrent, etc. Puis il y a toujours des petites astuces, tu sais, avec des histoires d'encoding, de machin. Enfin, voilà, faire bien, en fait, faut une vraie éducation sécurité qui, je pense, est pas forcément... Oui, alors faut y penser, mais après, d'un point de vue programmatique, enfin, la plupart des langages aujourd'hui ont des fonctions qui te permettent de préparer tes requêtes SQL avant de les rentrer. Ouais. Et pour le coup, le langage va mettre à jour cette fonction-là, donc t'as pas forcément en inquiéter. Non, mais tu vois, moi, je vois... Juste y penser, faut penser à l'utiliser. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que tu vois, nous, on est, moi, je suis sur Ruby on Rails. Tu as effectivement le ORM, par défaut, il fait vraiment tout nickel. Sauf qu'en fait, il y a des cas où tu commences à faire des trucs un peu plus compliqués, où tu commences à utiliser des méthodes qui sont un peu cachées, enfin pas privées, tu vois, mais que tu devrais pas utiliser les 3 quarts du temps. Et en fait, là, tu sais plus, t'es tellement habitué à que ça le fasse tout seul que tu te rends plus compte, en fait. Et c'est là que tu crées, moi, j'étais arrivé sur une boîte où, en fait, il y avait, c'était un back office, mais bon, il y avait quand même un accès qui permettait d'exécuter n'importe quelle requête SQL sur la base, tu vois. Donc, ok, c'était en back office, mais bon, c'est pas grave, si quelqu'un se fait pirater son accès, en fait, c'est fini, t'as plus de DB, quoi. Voilà. J'imagine que tu n'avais pas de double authentification sur l'accès, en plus. C'était login, mot de passe, voire login, mot de passe de l'entreprise, quoi. Donc, exactement. Ce genre de truc, tu vois. Donc, en vrai, voilà, je pense, je sais pas, ça, c'est un gros sujet, je pense, parce que même les trucs qui sont relativement simples, en fait, c'est pas un hasard s'ils sont aussi fréquents, hein, c'est que, ouais. C'est que quand tu prends l'infrastructure de l'entreprise aujourd'hui, même une taille moyenne ou une taille intermédiaire, enfin, il y a tellement d'outils qui communiquent, tellement d'accès, tellement de connexions. Enfin, moi, je voudrais pas être RSSI aujourd'hui, enfin, responsable de la sécurité des systèmes d'information aujourd'hui. Honnêtement, c'est un métier de galère du lundi au dimanche, quoi. C'était pas de week-end, hein. T'as des incidents de sécurité, mais toutes les secondes, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans ton infrastructure. Globalement, ça échoue, mais le problème, c'est que celui qui va rentrer, tu vas pas le voir. Et en fait, il va être là, il va faire son petit bonhomme de chemin. Et un jour, tu vas avoir un ransomware qui va se détonner, tes données sont chiffrées, et ça fait 3 mois qu'il est là, et il les a volés. Donc la partie visible de l'iceberg, c'est le ransomware, parce que tout le monde s'en rendra compte, il n'y a plus rien qui marche. Mais en fait, ils sont là depuis 3 mois, ils exploitent les données. Et c'est là où il faut les détecter. C'est à ce moment-là. C'est pas quand ils ont lancé le ransomware, puis avant. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Non, il y a un bel avenir pour les gens qui bossent dans la cybersécurité. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, la conscience des développeurs sur la sécu est pas suffisante. Alors, est-ce que c'est les formations qui sont comme ça? Est-ce que c'est les développeurs qui sont avides d'informations sur le sujet? J'en sais rien, mais il faut que chaque développeur ait dans sa formation de base ou régulièrement des formations sur le contenu cyber. C'est important. Faire du code sécurisé, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Parce que, en fait, c'est ce qui est aussi, tu vois, même moi qui avait plein de notions, parce que pareil, j'ai commencé un peu avec un parcours similaire au tien et tout, et en fait, là, je re-regarde des choses, et en fait, il y a plein de cas un peu tordus auxquels t'as pas pensé, mais en fait, il faut que en tout cas, que t'aies pas créé l'infra qui soit vulnérable à ça. Et l'ingéniosité des hackers, elle est impressionnante, en fait. Moi, je trouve ça génial alors c'est bizarre, mais
un pirate informatique aujourd'hui, ou les groupes de pirates, parce que un pirate tout seul dans son garage, ça n'existe plus, on parle de groupe de pirates. Je trouve vraiment génial l'inventivité qu'ont ces gens, enfin qu'ont ces groupes de gens pour tout simplement arriver à leur but. Hein. C'est-à-dire que ils ciblent une entreprise, ils vont collecter énormément de données sur cette entreprise, ils vont trouver un utilisateur qui sera un petit peu plus négligent qu'un autre, ils vont trouver des mots de passe sur le dark web où ils vont acheter des bases toutes faites, ils vont trouver un accès légitime, ils vont rentrer dans l'entreprise et ils vont accéder à ça en utilisant que des outils légitimes. C'est-à-dire, un hacker aujourd'hui peut rentrer dans une entreprise sans utiliser le malware, juste en utilisant les outils de l'entreprise, l'outil traditionnel. C'est ça qui est génial et terrifiant en même temps, c'est qu'en fait les outils qu'on a mis à disposition de nos employés vont se retourner contre le système informatique, parce que l'usage de ces outils, encore une fois, peut être détourné pour accéder à des ressources et c'est le bien qu'il est. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bastien, on a parlé beaucoup de la tech. Maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été dans la tech? Alors moi j'aime beaucoup enfin je suis lyonnais, donc forcément la bouffe et le bon vin ça nous parle. Donc je pense que j'aurais été cuistot, j'aurais été négociant en vin, ou pas producteur de vin ou viticulteur, mais vraiment négociant, faire du commerce, goûter des trucs, enfin voilà, je pense que le négoce de vin c'est vraiment alors, j'adore le vin. J'en consomme pas beaucoup, mais je goûte beaucoup. Enfin, je pense que oui, ça aurait pu être mon métier, ou ça pourra être mon métier d'ailleurs, si un jour soit me rend multimillionnaire, j'ai plus besoin de travailler, je pourrais ouvrir mon propre restaurant et j'ai déjà quelques idées, ou tout simplement ouvrir un site web. On restera toujours un peu dans la tête du négoce en vin. Mais voilà, je trouve que le vin c'est un peu comme la tech, quoi. Il y a toujours le producteur qui met toute sa passion dans son produit. Et puis derrière, t'as le consommateur qui connaît pas grand-chose, qui peut l'utiliser pour utiliser un très bon vin pour faire une sauce. Et voilà, ça c'est pareil, c'est l'utilisateur qui va pas utiliser le produit comme il a été conçu. Mais c'est exactement pareil, quoi. C'est que t'as le producteur qui va mettre toute son envie, toute sa passion, tout son savoir-faire. Et puis t'as le consommateur qui est l'utilisateur de la bouteille ou du vin, du raisin, et qui est plus ou moins expert et qui va plus ou moins l'utiliser à bon escient, qui va savoir l'apprécier évidemment pour ceux qui n'ont pas les cours. Et puis t'as l'utilisateur qui dit oh il est bon, ou ma femme qui va dire non il pique. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, j'adore la bonne cuisine. J'adore cuisiner et j'adore. Ouais, tu cuisines aussi, beaucoup. Ouais, je cuisine aussi, et voilà, j'adore le faire plaisir avec la bouffe. Donc je pense que oui, si j'avais pas été dans la tech, ou si je me réoriente, il est possible que je tourne autour d'un métier de bouche ou d'un métier comme ça. Et tu retrouves, du coup, tu en parlais un petit peu, mais tu trouves que dans le monde de la cybersécu et du hacking en général, il y a ce côté, tu disais tout à l'heure un petit peu, mener des enquêtes, résoudre des énigmes, en fait. Est-ce que du coup, tu vois un lien avec le vin, ou pas du tout? Ce serait vraiment un plaisir différent. Ah, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué de faire le lien. Non, après, si t'as un virus dans les vignes, à la limite, c'est un peu le truc qui pourrait ressembler. Mais alors il y en a, mais bon, les traitements sont quand même un peu plus simples, un peu plus connus. Après, voilà, arracher une vigne et tout recommencer, c'est pas la même chose que refaire une infrastructure informatique. Ça prend un peu plus de temps. Si tu veux faire pousser du raisin, c'est pas aussi simple que remonter un serveur. Donc, je pense que tu te poses la question en deux fois. Si vraiment ta vigne est bouffée par un virus, tout arracher, ça doit coûter très très cher, et en voilà, l'humanité, je dis, et en passion, et puis ça doit te faire mal au cœur, je pense. Ouais, c'est clair. En dehors de l'aspect financier. T'as vu la série Les Gouttes de Dieu ou pas? Non, alors tout le monde m'en a parlé, mais j'ai jamais vu. Mais c'est dans ma to-do Netflix, mais non, je l'ai jamais vu. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. Bon, c'est sympa. Je sais pas, j'ai passé la série du siècle, hein, mais c'est sympa si t'aimes le vin, je pense. Et du coup, moi, je voyais un peu ce lien quand même de. C'est une histoire d'énigme en fait. Tu sais, ils doivent retrouver des vins à partir de quelques indices, tu vois. Et ça, je trouve ça pas mal en fait. Être capable, tu sais, au palais ou au nez, de reconnaître des vins. Je trouve ça assez fort. Moi, j'en suis complètement incapable. Mais, ouais, moi, ça m'étonne à chaque fois
le sommelier qui juste au nez est capable de trouver la parcelle même pour les meilleurs. C'est exceptionnel. C'est un savoir-faire unique. Et en France, on est plutôt pas mauvais dans ce domaine-là, à la fois en production et en sommellerie. Et par contre, il y a tiens, pour revenir à ta question sur la similarité entre la cyber et le vin, il y a des faux vins, il y a des arnaques au vin, des gens qui font des fausses étiquettes, qui mettent alors pas de la piquette, mais du vin moins voilà de moins bonne qualité que le vin qu'ils vendent. Ouais. Et je crois qu'il y a un Chinois qui a fait oui, c'est ça. Relancé, je me souviens plus l'histoire, mais ça me dit quelque chose ce truc. Voilà, le gars a fait fortune en invitant des gars qui ne connaissaient rien. Justement, il les a arnaqués. Il leur a vendu des bouteilles à 10, 15, 20 000 balles, alors qu'en fait c'était du vin de chez Leclerc à 30 balles. Qu'il avait juste changé l'étiquette, il avait remis l'étiquette, enfin des faussaires quoi. Ouais. Voilà, il y a des arnaques aussi dans le pinard, mais voilà, pour le coup, un sommelier au nez, et un connaisseur, quelqu'un normalement, se fera pas avoir. Oui, mais ça me dit cette histoire. En fait, j'ai écouté un épisode de podcast dessus, mais il y a longtemps. Faudrait que je le retrouve. J'essaierai de le retrouver pour le mettre dans l'épisode parce que c'était hyper intéressant. Mais j'ai vu justement, il était sorti de prison et il recommençait à faire des réunions de vin, mais il disait en gros cette fois non, c'est de la vraie Romanée Conti et je vous promets, c'est de la vraie et tout ça quoi. Faites-moi le gars est louche quoi. Le gars est louche quoi. J'avoue, j'irais peut-être l'acheter ailleurs, mon vin, effectivement. Ouais, si je te demande une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors, c'est justement on parlait de développeurs tout à l'heure qui devaient continuer à se former justement sur la sécu et tout ça. Je pense que tous ces programmes de cyber awareness, que ce soit pour les employés ou pour les gens de la tech, au début on a l'impression que c'est super chiant parce qu'on a l'impression de tout savoir sur le sujet de la sécu, de tout savoir sur les méthodes, les attaques, les techniques, les tactiques des attaquants. Et en fait, le cyber awareness se tient très au courant et avoir une formation cyber au moins une fois par an, quel que soit son niveau dans l'entreprise, que ce soit un salarié dans la tech ou un dirigeant, et encore plus si on est dirigeant. Ce genre de formation d'awareness, je sais pas quel est le mot en fait. Prise de conscience, prise de conscience, d'information, en tout cas de faire d'éducation sur la cyber. Je trouve que c'est un peu décrié dans les entreprises et pourtant ça serait vachement utile si tout le monde appliquait les concepts et les recommandations qui sont dedans. Parce que quand quelqu'un te dit clique pas sur une pièce jointe dans un email de ligne que tu connais pas, qui est quand même un peu moins maintenant, mais qui a quand même été le best-seller des tickets d'entrée des hackers au sein de l'entreprise. Et si tu réfléchis 2 secondes avant d'ouvrir ta pièce jointe, parce que tu repenses à ta formation de sécurité que tu as eu le trimestre d'avant, tu vas pas l'ouvrir cette pièce jointe. Et en fait, l'humain, c'est un maillon faible aujourd'hui. On a beau mettre en place des systèmes de sécurité, de protection, de chiffrement, tout ce que tu veux. Il y a toujours le même bonhomme, l'utilisateur qui va cliquer, qui va ouvrir, qui va envoyer sur son mobile, l'interface chaise-clavier ou l'interface chaise-écran, si on parle d'un mobile, c'est toujours le maillon le plus faible, c'est comme ça. Et les hackers ont bien compris qu'aujourd'hui, ça servait plus à grand-chose de cibler les systèmes, notamment quand tu rentres dans une grosse boîte, plus cibler le système d'authentification où tu vas cibler l'utilisateur. Et tu vas lui demander, tout simplement, avec du phishing ou avec un lien malveillant où tu vas récupérer ses informations personnelles de sa boîte perso et tu vas prier pour qu'il utilise le même mot de passe sur sa boîte perso que sur son compte pro. Ce qui est une mauvaise pratique de sécurité, mais ce qui pourtant malheureusement le cas chez tout le monde. Et puis souvent, c'est d'ailleurs un mot de passe avec 6 caractères et puis un chiffre, et souvent le chiffre de la naissance, quoi. Donc c'est pas des trucs qui sont très compliqués à deviner. Et en fait, il y a tellement de vols de données qui se font avec des mots de passe. Je crois qu'il y a 4 milliards de comptes aujourd'hui qui circulent sur le dark web. C'est-à-dire que globalement, tout le monde a au moins un mot de passe qui a utilisé dans ta vie, qui a fuité sur le dark web. Si ce mot de passe-là, tu continues d'utiliser ou des déclinaisons de ce mot de passe-là, à un attaquant, tu lui as déjà simplifié le boulot. Il va avoir un compte sur ton entreprise. Après, tu peux rajouter de l'authentification forte et tout ça. Donc, il y a toujours des moyens de protection, mais même l'authentification forte, ça bypass, parce que, encore une fois, on va cibler l'utilisateur, on va lui demander, on va faire ce qu'on appelle du MFA fatigue,
Et les hackers, en fait, vont essayer de se connecter avec ton login, ton mot de passe. Ça va t'envoyer une notification sur le mobile. Tu vas en avoir ras-le-bol. Tu vas cliquer sur oui. Ouais. Voilà. On n'a pas Ouais, ciblé on n'a pas ciblé le système. On a ciblé l'utilisateur. On a compté sur le fait que l'utilisateur m'a cliqué sur oui pour que vous arrêtez. ouais. Et t'es rentré sur le système informatique. Mais c'est vrai que ces programmes, moi, j'avais vu je crois qu'ils font des versions, tu sais, où, moi, j'avais une version que je trouvais un peu rébarbative, c'est celle où on t'explique, en fait. Alors qu'il y a la version où on te met en situation. Et du coup, tu sais, t'as des boîtes qui font ça. C'est-à-dire qu'ils viennent faire semblant d'attaquer les employés de ton entreprise avec des mails de Et pour le coup, quand tu t'es fait avoir une fois, que t'as cliqué et qu'on te fait un petit topo, machin, ça vaccine pas mal, j'ai l'impression, tu vois. Ah bah ouais, les outils de gestion de crise, c'est important parce que encore une fois, alors c'est un adage c'est un peu une phrase toute faite, mais la question c'est pas de savoir quand est-ce que si tu vas te faire attaquer, mais quand. Ouais. C'est effectivement ça. Il faut le préparer. C'est-à-dire qu'une attaque informatique, t'as beau avoir les systèmes de sécurité qui sont très performants et que les gens qui sont très bien formés, tout ça, à un moment ça va arriver. Donc il faut le prévoir. Et les simulations de gestion de crise, ou tout simplement ce genre de système de formation en continu, encore une fois, elles sont continues. Il suffit pas de le faire une fois et de l'oublier. C'est vraiment la continue, tous les trimestres, tous les semestres. Bah, ça permet quand même d'être vigilant, d'augmenter la vigilance globalement de l'entreprise, d'augmenter le score de sécurité des humains de l'entreprise et limiter aussi l'impact que peut avoir une cyberattaque. Parce que même si tu te fais attaquer et qu'ils rentrent, qu'ils attaquent un système, l'idée c'est aussi de limiter la propagation. Et pour ça, il faut être réactif, il faut avoir les procédures en place et tout ce qui va avec. Donc, même s'ils rentrent, c'est pas une fin en soi, c'est pas une fatalité. On peut les restreindre à voilà quelques systèmes et à quelques systèmes qu'il va falloir reconstruire évidemment, enfin nettoyer ou reconstruire. Mais on peut limiter la casse même en cas d'intrusion, mais en formant correctement les gens à la crise, à traiter un incident de sécurité ou tout simplement à détecter un comportement malveillant sur une application. Yes. Donc, je pense que c'est vraiment important de former les gens à la cyber. Je veux dire, on les forme à l'anglais dès l'école. Ça serait bien qu'on les forme au risque cyber, parce que c'est un risque avec lequel ils vont vivre dès le collège ou le lycée. Enfin, en tout cas, que ça soit vraiment une formation qui fasse partie de la culture d'entreprise. Ouais, je suis assez d'accord parce que ça fait tellement partie. En fait, le numérique, au-delà de l'entreprise, en fait, même au niveau individuel, en réalité, tu te retrouves potentiellement dans des situations de chantage ou de trucs comme ça parce que tu t'es fait pirater ton téléphone, tes photos, tes machins, tes trucs. Et en fait, c'est des situations que potentiellement tu aurais pu éviter si tu étais formé là-dessus, quoi. C'est ça, réfléchir à cliquer, c'est toujours plus facile à dire, effectivement, mais c'est bien. Tu reçois un SMS, tu reçois un truc, si c'est trop beau pour être vrai, c'est une arnaque, quoi. Partir du principe que tout le monde est un hacker, et te veut du mal, c'est peut-être un peu parano, c'est comme ça que je vis, mais c'est pas mal, quoi. Alors après, ça fait des doutes, quoi. Ça t'as toujours le doute, mais oui. Et moi, normalement, tu te feras pas avoir, quoi. C'est marrant parce que tu vois, l'autre fois, on a reçu un mail pour le coup, qui était a priori legit, de, je sais plus, une gendarmerie ou un truc comme ça. Et en fait, tu lis le truc, moi j'étais sûr que c'était une arnaque. Je me suis dit, c'est du phishing, ils essayent qu'on les contacte parce que, tu vois, non, c'était legit parce qu'en fait, le truc, il vient un petit peu, il sort un peu de nulle part, le mail. Ouais, tu sais plus, il sort un peu de nulle part, il a pas de, enfin, je sais pas, alors il avait pas de faute d'orthographe, il était pas non plus, tu vois, horrible, mais bon, tu te dis, c'est quoi cette demande sortie de nulle part? Tu te dis, bah, j'ai pas, moi, je m'attends à ce qu'il m'appelle, mais même s'il t'appelle, en fait, tu te dis, je me fais appeler par la gendarmerie, c'est bizarre. Donc, en vrai, quand tu deviens trop parano, des fois, mais c'est aussi la force de ces choses-là, c'est qu'on n'arrive plus à faire la différence, en fait, hein, c'est ça. Mais ouais, être parano, c'est pas mal, quand tu travailles dans une boîte de cyber, c'est pas mal, quoi. Ouais, j'imagine. Ça déteint un peu sur le côté perso, mais c'est bien, c'est bien. Bastien, est-ce que je peux te demander une opinion tranchée sur un sujet? Alors, en préparant l'émission, on a parlé de crypto-monnaie. C'est vrai que j'ai un avis quand même un peu tranché sur le sujet. En fait, je trouve que ça sert à rien. Je trouve que c'est une plaie. La crypto-monnaie, ça sert vraiment à rien, c'est inutile. Ça donne des jobs aux gens de la cybersécurité, par contre. Ouais, alors ouais, bah justement, c'est un peu le souci. Alors, faut faire la différence entre crypto-monnaie et blockchain. Je dis, la blockchain est très utile. La crypto-monnaie, encore un peu du mal, si tu veux, à avoir vraiment
les avantages que ça apporte. Alors, en crypto, ils disent ouais, mais le système bancaire aujourd'hui serait pas capable d'encaisser si chacun allait acheter son café en même temps au Starbucks du coin. Alors déjà Starbucks en crypto, donc d'ici là, va se passer quand même quelques années. Et puis surtout, il est pas fait pour ça parce que personne l'utilise en même temps de manière simultanée, quoi. Il y a une étude là qui est sortie sur le nombre de transactions de Bitcoin depuis la création. On parle d'1 milliard de transactions qui étaient faites pour la création de Bitcoin. En gros, sur 15 ans. J'ai regardé les stats de Visa, c'est 8 milliards de transactions par an. Et juste Visa. Enfin, on pense que la crypto est important et les gens qui sont dedans du matin au soir, ils pensent que c'est très important, que ça va révolutionner la finance mondiale. C'est encore quelques dizaines d'années. Alors même si ça commence à devenir un peu plus légitime et légitimable aujourd'hui avec les ETF et toutes les banques qui investissent massivement dedans, ça reste un papier qui ne vaut rien. C'est-à-dire que quand tu investis dans une entreprise, il y a des brevets, il y a des gens, il y a de la compétence, il y a des produits, il y a des clients, il y a de l'argent. Le Bitcoin, ça ne vaut rien. C'est un actif numérique. On se fout de la gueule des NFT avec des GIFs qui valent rien, mais un Bitcoin, ça vaut autant qu'un NFT. C'est-à-dire rien. C'est un actif numérique. Ça ne vaut rien. Tu n'as pas de valeur intrinsèque au Bitcoin ou au sol ou je ne sais quoi. Enfin, toutes les cryptos. Ouais. Et puis surtout, ça facilite le blanchiment d'argent des pirates ou des groupes de pirates. C'est quasiment anonyme. Ça consomme de ouf quand tu dois miner du Bitcoin. Alors, même s'il y a de moins en moins de Bitcoin à miner, tout un tas d'autres crypto-monnaies, tu peux le miner quand même. Et j'ai vu des gens faire n'importe quoi. J'ai vu un gars miner du Bitcoin sur des serveurs d'un cabinet d'avocats. Le gars était administrateur d'un cabinet d'avocats. Il minait ses bitcoins le soir et le week-end sur l'infrastructure de ce cabinet d'avocats. Le type est complètement taré. Il fait son. Voilà, il y a quelques années déjà. Peut-être qu'aujourd'hui il ne serait plus. Peut-être qu'aujourd'hui il est multimillionnaire parce que justement il a mis suffisamment de bitcoin donc il est plus administrateur. J'espère pour lui en tout cas, ça serait une bonne fin. Mais voilà, on pense que le bitcoin révolutionne la finance. Non, le bitcoin c'est peanuts aujourd'hui sur le. Alors je dis pas que ça va pas arriver vraiment dans la vie tous les jours de tout le monde. Mais voilà, c'est pas écolo, c'est pas, enfin, et puis vraiment le nombre d'arnaques sur la crypto, c'est hallucinant. Enfin, les gens parlent quand même de milliards de dollars. Les plateformes crypto sont pas aussi sécurisées qu'une banque. Le nombre de plateformes de crypto qui se sont fait voler leurs crypto-monnaies, qui ont été dispatchées dans l'instant qui a suivi dans des milliers de wallets, c'est jamais arrivé à une banque. Enfin, il n'y a jamais une banque qui s'est fait coûter à ce point-là à perdre de l'argent, des millions de dollars d'un coup. C'est arrivé à plusieurs dizaines de plateformes de crypto parce qu'elles étaient mal sécurisées. Et in fine, on parle d'économie de gens qui ont mis leur pognon là-dedans et qui ont perdu leur pognon parce qu'ils l'ont pas mis au bon endroit. Donc c'est des vies ruinées. Alors effectivement, il y a des gars qui ont acheté des Lambeaux avec, mais ça c'est peanut. Enfin effectivement c'est la vie d'Instagram. Et à côté t'as le Pékin moyen qui s'est fait arnaquer parce qu'il a pas mis sa crypto au bon endroit, son argent. Et je pense qu'il y a eu plus de Pékin moyens qui se sont fait arnaquer que de gens qui ont pu s'acheter des Lambeaux. C'est le principe. De toute façon, il y a un petit côté quand même, la valeur augmente parce que de plus en plus de gens mettent leur argent. Ceux qui sont rentrés en premier, ils sortent. Exactement, quoi. Donc, c'est le schéma de Ponzi, et ça ne vend rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur intrinsèque du Bitcoin et ça ne reste qu'un actif numérique. Moi, si tu veux, les arguments que j'ai vus, c'est, il y a celui du côté, mais qui est aussi dans la cyber, du coup, qui est hyper, à double tranchant. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu es vraiment propriétaire de ton argent. C'est-à-dire qu'on peut plus manipuler le cours du Bitcoin, etc. Bon, ce qui est pas tout à fait vrai. Mais, tu vois, il y a plus une banque derrière qui contrôle en fait la production monétaire, la valeur, machin. Alors après, moi, j'avais un petit peu deux choses là-dessus. C'est vrai que, tu sais, le fait que les banques ou les États contrôlent un peu la monnaie, des fois, c'est pas si mal, Je pense qu'on l'a vu là avec l'inflation et tout, qu'ils arrivent à, voilà, je sais pas si les mécanismes sont intrinsèquement bien ou quoi, mais à la fin, qu'ils arrivent à contrôler un peu ce truc-là, c'était pas si mal. Alors que si tu peux pas du tout le contrôler, j'imagine que tu peux avoir un système qui s'emballe complètement. Tu peux mettre ça. Et t'as l'aspect, tu sais, les gens disent on peut plus me prendre mon argent. Tu vois, on peut plus me bloquer, voilà. Et ce qui est rigolo dans ce truc-là, je sais pas si c'est rigolo, mais c'est que d'un autre côté aussi, t'es responsable de ton argent. C'est-à-dire qu'en fait, les banques, tu leur délègues la protection de ton argent, en fait. Là, sur
alors tu peux le faire avec des plateformes, hein, mais du coup c'est un petit peu à contre. C'est pareil. Faut choisir la bonne. C'est un peu l'inverse, voilà, c'est ça. Et tu peux le mettre dans ton wallet perso, tu peux le mettre dans ton wallet perso. Dans ton ledger. T'es responsable de la sécurité de ce truc-là. Donc t'oublies ton mot de passe, tu perds tout ton argent, il y a personne qui t'aidera à le retrouver et tout. Et donc en fait, ça fait porter quand même sur chacun une responsabilité qui est pas simple parce qu'en plus elle est technologiquement, c'est pas simple en fait, en vrai, les cryptos. Oui, en plus à manipuler. Enfin, la blockchain globalement est quand même un concept techniquement très avancé et vachement. Enfin, intellectuellement, c'est vachement bien la blockchain. Moi, je trouve le concept super. Il y a des tonnes d'utilisations possibles. La crypto-monnaie en est une. Encore une fois, il faut bien faire la différence entre la crypto-monnaie et la blockchain. Mais il y a tellement d'usages de la blockchain. C'est effectivement, on se concentre aujourd'hui sur le truc qui rapporte du pognon. Mais l'identité décentralisée, c'est bien mieux que la finance décentralisée. Et ça pourrait résoudre tout un tas de problèmes de sécurité si c'était mieux utilisé, en tout cas un peu plus. Alors ça va peut-être le devenir, hein, mais avoir une identité décentralisée pour s'assurer que c'est bien la personne en face de toi à qui tu parles, en termes d'identité, notamment sur Internet. Alors ça serait plus anonyme, certes, mais ça serait authentifiable et authentifié. Et c'est vachement bien, ça sera vachement bien justement pour prouver que la personne à qui tu discutes, notamment sur des échanges de longue distance, soit bien une vraie personne et qu'elle ait à un moment prouvé son identité. Donc il y a des vrais usages, mais il y a aussi des vrais arnaques. Et il y a beaucoup plus d'arnaques aujourd'hui que d'usages légitimes. Ouais, c'est vrai qu'avec le développement des deepfakes et des choses comme ça, c'est peut-être un enjeu qui va devenir de plus en plus important. Donc voilà, la blockchain n'a pas que la crypto-monnaie. Et pour un développeur, notamment c'est quand même j'imagine la totalité de ton audience, donc la quasi-totalité de ton audience, si quelqu'un veut se spécialiser, regarder vraiment la blockchain en détail, c'est génial le nombre de cas d'usage possibles que ce type de techno peut faire. Ok. Et c'est transparent. Bastien, on a fait le tour de pas mal de questions. J'ai encore une dernière question pour toi. C'est quoi la chose qui t'énerve le plus? La chose qui m'énerve le plus, je pense en restant dans la sécu, c'est les gens qui disent moi j'ai pas de solution de sécurité sur mon PC, j'ai rien à cacher quoi. Et ça, je crois que c'est ce qui m'énerve le plus. Les gens qui disent non, mais moi je sais où je clique, j'installe que des trucs, j'ai pas de virus. Entendu, j'ai posté bien une centaine de fois ce truc-là. Je trouve ça aberrant dans le monde où on vit de se dire non, mais moi je suis meilleur qu'un hacker. J'ai pas d'antivirus, j'ai pas de pare-feu, je fais confiance, je maîtrise mon sujet. C'est souvent les gens qui maîtrisent pas grand-chose d'ailleurs qui disent ça, parce que ceux qui maîtrisent bien globalement, ils sont conscients du risque. Et en fait, c'est cette inconscience du risque qui m'énerve, c'est qu'on peut pas aujourd'hui limiter le hacking ou le piratage de données à un simple clic. On parlait tout à l'heure en zéro clic, sans interaction computer, on peut prendre la main sur un système d'information ou sur un téléphone. Là, c'est la même chose avec un PC, c'est la même chose avec un serveur, c'est la même chose avec un firewall. Quand il y a des vulnérabilités qui sont pas connues, donc qui sont pas patchées, il n'y a pas besoin d'interaction utilisateur. Donc, si tu n'as pas une solution de sécurité qui permet de détecter qu'il y a eu une intrusion, tu ne la verras pas. C'est-à-dire que on n'a plus forcément besoin de l'interaction avec l'utilisateur. Donc, se dire et penser que on est meilleur que les gens qui sont capables d'exploiter des vulnérabilités à distance, ça n'a vraiment aucun sens. Et c'est vraiment une phrase que je déteste parce que le problème, c'est pas tes données en elles-mêmes. À la limite, t'as rien à cacher. Si on verra le doute, mais globalement, ton système d'information qui va se faire poutrer, ton PC, ton mobile va participer ensuite derrière à ce qu'on appelle des botnets, des réseaux qui sont pilotés. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu verras rien, mais par contre, ton PC, il va faire des requêtes, il va participer à un réseau massif de botnets pour mettre à genoux ou pour faire des attaques sur des systèmes d'information qui sont légitimes. On l'a vu dans le cadre d'hôpitaux, on l'a vu très récemment sur les attaques de certains sites web ou administrations françaises. Voilà, un botnet, aujourd'hui, son principal usage, c'est de faire des attaques, ce qu'on appelle du Distributed Denial of Service, du DDoS. C'est en gros du déni de service distribué, où en fait, je demande à des millions et des millions de machines de m'envoyer des requêtes vers cette IP ou vers ce domaine-là, tout simplement pour saturer le système d'information et potentiellement le mettre à genoux ou l'arrêter. Et en fait, dire moi j'ai pas de solution de sécurité participe globalement à
ce type de réseau et qu'on le veuille ou non, un système d'information qui n'a pas de solution de sécurité et globalement pourri normalement jusqu'à la moelle, quoi. Et très souvent, c'est le cas. Non, vieux, il faut partir du principe que par défaut, c'est pas sécurisé, en fait. Hein. Oui, ou si ça l'est à un instant T, mais que ça le sera pas des semaines ou des mois plus tard. Et c'est le problème de beaucoup de responsables sécu aujourd'hui, ou même d'IT, hein. C'est que on fait des audits, machin, on a une cartographie à un instant T, le système d'information évolue, les attaques évoluent, la mise à jour des systèmes de sécurité ou des systèmes, ne serait-ce que des PC ou des serveurs évoluent. Il faut suivre tout ça, et ça nécessite des ressources, ça nécessite du temps. On peut pas se passer de solutions de sécurité, mais aussi on peut pas se passer de ressources humaines qui sont capables et qui sont compétents dans le domaine de la sécu. Et on parlait de Day of Security tout à l'heure avec les femmes dans le monde de la sécu. Globalement, on a besoin de gens dans le monde de la cyber. On a besoin de gens qui sont volontaires. Ils ont même pas besoin d'être compétents. On va les former. Donc, on a juste besoin de gens qui s'intéressent au sujet parce qu'il y a du boulot pour tout le monde et pour 10 fois plus de personnes qu'il y a de gens qui veulent vraiment faire ce métier-là. Donc, si quelqu'un est en reconversion professionnelle aujourd'hui, faites de la cyber, vous allez trouver du boulot. Hein. Il y a vraiment, c'est un marché phénoménal et puis ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. On a besoin de gens compétents sur la cyber et en gros, toute bonne volonté qui est un peu bien câblée pour comprendre l'informatique est normalement capable de comprendre la cyber. Yes. Ok. Eh ben, écoute, Bastien, on a balayé tout ce que je voulais balayer avec toi. Donc, c'est cool. On m'appelle toi. Ouais, merci pour ça. C'était hyper intéressant. Je pense que ça va apprendre plein de choses à plein de gens qui connaissent pas forcément le milieu. Ouais, j'espère. Donc, trop chouette. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Oui, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on a parlé beaucoup de risques cyber et voilà, nous on aide les ONG, les journalistes et les particuliers ou les professionnels. Ce que je voudrais, c'est donner un code à tes auditeurs pour installer Lookout sur leur mobile. Donc je sais pas si je le donne à l'oral là ou si tu le mettras dans les commentaires. Bah, je pense qu'on le mettra comme tu veux. En fait, si tu peux l'activer le jour où je sors l'épisode. Ah bah là, il est actif. Donc après, voilà, il restera actif 30 jours après la publication de ce podcast. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourras enregistrer des devices, enfin des téléphones, des tablettes, tout ce que tu veux, sans problème, pendant 30 jours. Mais après, en fait, une fois qu'il sera activé, il sera activé. Toute la durée vie du téléphone ou de la tablette, globalement, ton système sera sécurisé par le cloud. Et ça protégera, j'imagine, contre le phishing, contre les routes. Alors, j'espère pas contre Pegasus, parce que j'espère que quand même, c'est pas le genre d'attaque qu'on voit tous les jours, et bien heureusement, d'ailleurs. Mais voilà, il y a plein d'autres trucs, plein d'autres saloperies qui traînent sur les mobiles, et c'est important. Et puis, bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, la cyber, c'est super. Et vraiment, c'est un monde passionnant qui vraiment donne des opportunités de carrière importantes. Donc voilà, s'il y a des jeunes ou des étudiants ou des gens en reconversion qui qui galèrent un peu avec le boulot, s'ils sont relativement bien câblés, ils ont tout un avenir bien tracé dans la cyber. Il suffit pas grand chose pour se motiver à rentrer dans ce milieu-là. Et après, on devient vite passionné et mordu par le sujet et on en fait un métier. Yes. Il y a plein de bonnes plateformes en plus pour apprendre en ligne. Exactement. Ok. Eh ben, merci pour ça. On mettra le code, des liens dans la description, on mettra tout ça. Et puis, merci encore, Bastien. Et je te dis merci à toi. À bientôt. Plaisir. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.